Écoutez, bonjour à tous. Je sais que vous êtes nombreux à vous être connectés aujourd'hui sur ce webinaire Jessica. Je suis donc très heureux de faire l'accueil de ce webinaire. Je suis aussi très heureux de recevoir via bien sûr des caméras interposées Éric Sauté qui a accepté donc d'animer ce webinaire. Je le remercie encore. Surtout qu'il est accompagné, je dirais, de personnalités qui vont nous apporter certainement beaucoup d'éclairage pratique sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est les procédures collectives. Alors, je citerai bien sûr le président Jérôme Prince, président du tribunal de commerce de Dijon. Je vous remercie pour sa présence et sa disponibilité, mais aussi Monsieur Poinsard, qui est donc mandataire judiciaire, et Monsieur Picard, qui est donc administrateur judiciaire. Voilà donc des professionnels qui seront à même de nous apporter leur expérience, aussi peut-être leur avis sur la situation actuelle. Évidemment, les procédures collectives, c'est un sujet qui est important et qui est d'actualité, je dirais, un peu criante avec le Covid ou la Covid-19 que nous connaissons, puisqu'on sait que la Covid a fragilisé très fortement le tissu économique et que, bien évidemment, on est tous très sensibles à cette situation qui s'annonce difficile pour les entreprises. Et donc, effectivement, messieurs, vous avez peut-être là des éléments de réponse pour savoir comment prévenir, comment aider effectivement à ces difficultés d'entreprise, que ce soit, je dirais, au niveau de l'entreprise elle-même qu'au niveau des créanciers. Donc, je laisserai donc la parole à Éric Sauté qui va certainement mieux présenter que moi le sujet et les intervenants. Merci Gérard. Donc, bienvenue effectivement à ce webinaire concernant donc la détection et le traitement des difficultés des entreprises, traitement amiable ou traitement judiciaire. Gérard, tu as effectivement rappelé donc les intervenants qui vont participer à ce webinaire. Donc, nous avons effectivement à mes côtés Monsieur Jérôme Prince, donc le président du tribunal de commerce de Dijon, qui est un tribunal de commerce spécialisé, ce qui veut dire qu'il est effectivement compétent pour les dossiers les plus importants, étant précisé que dans le Grand Est, Dijon est le deuxième plus gros barreau après Strasbourg, et donc c'est le tribunal de commerce de Dijon qui a la compétence spécialisée sur les gros dossiers de procédure collective. Nous avons également la présence donc de Maître Thibault Poinsard, qui est également à mes côtés. Donc, Maître Poinsard est mandataire judiciaire à Dijon. Il est également membre de l'Institut français des praticiens des procédures collectives et donc il est élu au conseil d'administration de cet institut qui intervient également à nos côtés, donc qui parraine, qui est un des partenaires de cette manifestation. Et puis nous avons en ligne Maître Maurice Picard, à qui on va donner la parole tout à l'heure, qui est donc administrateur judiciaire à Bourg-en-Bresse, qui intervient sur l'ensemble du territoire national et qui est un ancien président du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires français. Voilà donc posés les intervenants de ce webinaire, donc concernant donc le traitement et les difficultés des entreprises. Alors, nous avons également un partenariat avec l'ACE, l'Association des avocats conseils d'entreprise. Son président régional, Loïc Richard, n'a pas pu nous accueillir. Je le représente en tant que membre du conseil d'administration de ce syndicat, qui est le premier syndicat d'avocats d'affaires français et qui tient d'ailleurs aujourd'hui même son congrès dématérialisé. Alors, cette question de la prévention, de la détection et du traitement est une question extrêmement importante, surtout compte tenu du contexte. Nous avons le triptyque habituel, la prévention des difficultés, la détection et puis le traitement. C'est malheureusement un petit peu comme ce fichu coronavirus. Il faut détecter et il faut traiter. Alors, j'ouvre une toute petite parenthèse sur la prévention, puisque peut-être que M. Prince peut nous en dire quelques mots, puisque j'exclus de notre intervention la prévention pour une raison fort simple, c'est que malheureusement, la prévention des difficultés n'existe pas beaucoup dans notre droit national.
à tel point qu'on nous envie le traitement amiable des difficultés des entreprises en Europe, puisque nous sommes un exemple dans le droit européen. En revanche, la prévention est assez absente de l'arsenal législatif. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, Monsieur le Président, une mission, vous allez peut-être nous en dire un peu plus, a été confiée il y a quelques jours au président de la Conférence générale des tribunaux de commerce. Je ne sais pas si vous avez quelques informations sur ce sujet, une mission qui a été confiée par le Premier ministre pour faire en sorte que, comme le dit le garde des Sceaux, les tribunaux que le chef d'entreprise vienne beaucoup plus facilement au tribunal de commerce pour être détecté et surtout pour qu'une prévention efficace puisse intervenir. Tout à fait. Bon, merci, merci maître. Alors, j'ai pas d'informations particulières sur cette mission et sur le déroulé de cette mission. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que la conférence générale des tribunaux de commerce, des juges consulaires, a été à l'origine dans les discussions, alors on en parlera certainement tout à l'heure, de la conciliation, de cet espace de prévention qui est fondamental, en tout cas dans cette période de difficulté. L'idée étant que l'entreprise puisse vivre normalement, payer ses fournisseurs, évoluer et ne soit pas bloquée dans son évolution et dans ses discussions avec les créanciers dans cette période qui était jusqu'à maintenant plutôt restreinte, puisque, comme vous le savez, on avait 4 mois ou 4 mois plus 1, période qui a été doublée. Et en fait, la conférence générale a été à l'origine de cette proposition. On était allé plus loin. C'était vraiment de mettre l'accent sur cette période où la fluidité des paiements pourrait être respectée, puisque, alors j'anticipe peut-être un peu le sujet, c'est qu'effectivement, dans cette période de conciliation, le président du tribunal de commerce a la possibilité, sur requête, de bloquer certains créanciers qui, on le sait, sont souvent, qui pensent souvent à leurs intérêts personnels et qui ne sont pas forcément dans la discussion des accords avec les créanciers dans cette période de conciliation et qui peuvent solliciter la cessation des paiements de ces sociétés. Je pense voilà, principalement souvent les crédits bailleurs ou des créanciers de ce type-là, et qu'on a aujourd'hui la possibilité de bloquer pour préserver et gagner du temps finalement, hein, parce que toutes ces mesures, on le sent bien, hein, il faut gagner du temps, il faut se projeter essayer de se projeter sur l'après-Covid. Eh bien, le doublement de la durée de la conciliation, plus la possibilité au président, et à mon avis, c'est la mesure forte Covid, c'est vraiment très important. Alors, vous me direz, ça, c'est les solutions qui sont positives. La question, et on en parle souvent, maître, comment faire venir les sociétés en prévention? Comment faire que on puisse encourager, on puisse suggérer fortement d'aller voir d'abord le président, tout simplement, d'aller lui exposer ses difficultés, et puis ensuite, éventuellement, d'ouvrir des mandats d'ac ou des conciliations. Je dirais que l'apport des professionnels, et je le dis souvent dans mes interventions, dans cette période Covid, on a besoin de professionnels spécialistes, d'avocats qui connaissent les procédures collectives, d'experts comptables qui savent anticiper. Et donc, la vraie problématique, effectivement, alors je ne sais pas ce qui ressortira de cette mission et des propositions faites par la conférence, le président de la conférence, mais c'est de favoriser cette période de prévention afin de diagnostiquer et d'essayer de soigner avant d'arriver en procédure. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, on évoquera tout à l'heure, effectivement, et c'est l'intervention de Maître Picard, la question de l'arrêt des poursuites individuelles, la possibilité de suspendre les poursuites dans le cadre d'une prévention, enfin, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. C'est effectivement l'apport, la nouveauté de la loi Covid qui, effectivement, donc permet au président d'arrêter un certain nombre de poursuites, système que l'on avait en redressement judiciaire, mais qui est aujourd'hui calqué dans le système du mandat ad hoc ou de la conciliation. Alors, partie prévention, on laisse de côté. Il y a donc cette mission confiée au président de la Conférence générale des tribunaux de commerce qui va faire un certain nombre de propositions pour améliorer
la prévention. Une fois qu'on a mis de côté la prévention, on a donc la détection et le traitement amiable et judiciaire des difficultés. Dans la détection, on a bien évidemment la question sensible des symptômes, c'est-à-dire la question de la cessation des paiements. On va donc examiner très rapidement ce qu'est la cessation des paiements parce que c'est le symptôme principal qui doit conduire un chef d'entreprise à prendre une décision. Et cette décision, c'est d'ouvrir une procédure de traitement amiable ou judiciaire de ces difficultés, sauf à engager sa responsabilité personnelle. Donc, pour savoir quelle est la boîte à outils à utiliser, si on doit utiliser un traitement amiable ou un traitement judiciaire, le curseur, c'est la cessation des paiements. Bon. La cessation des paiements, donc, qui va être le premier thème que nous allons traiter, qui est donc le diagnostic, le symptôme, et on va essayer d'éviter effectivement des faux amis sur ce sujet. Donc, nous allons commencer par la cessation des paiements, c'est l'annonce du plan, avant de traiter, et c'est Maître Picard qui interviendra, le traitement amiable des difficultés, avec bien évidemment la différence entre le mandat ad hoc et la conciliation, et surtout les apports de ce qu'on appelle la loi Covid, c'est-à-dire qu'est-ce que ce virus a pu apporter dans la modification de la loi pour favoriser et amplifier le pouvoir du président pour effectivement traiter amiablement ces difficultés, pour parvenir bien évidemment à gagner du temps et surtout à échelonner le paiement de ce passif pour le faire coïncider avec les capacités financières de l'entreprise à apurer son passif. Ensuite, nous aurons, après le traitement amiable, le traitement judiciaire, avec la sauvegarde. Sauvegarde qui, comme vous le savez, est une procédure judiciaire, n'est pas une procédure confidentielle, et donc une procédure publique, mais qui est ouverte aux entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Mais c'est une procédure judiciaire, et Maître Poinsart traitera également du redressement, donc de la sauvegarde, du redressement judiciaire et de la différence entre ces deux procédures judiciaires. Ensuite, on évoquera ce que la loi également Covid a apporté dans la facilité pour le dirigeant à rebondir dans le cas d'un plan de cession et la possibilité qui lui est désormais ouverte de racheter ses propres actifs à la barre du tribunal, puisque l'actualité fourmille d'exemples dans lesquels, par cette nouveauté législative valable jusqu'au 31 décembre 2020, un chef d'entreprise peut effectivement solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire, redressement puis liquidation de son entreprise et proposer au tribunal de reprendre ses actifs délestés du passif après un certain nombre de restructurations. Donc ça, c'est un tabou qui a été levé puisqu'historiquement, les chefs d'entreprise ne pouvaient pas, sauf cas très exceptionnel, proposer de reprendre leurs propres actifs délestés du passif des créanciers et notamment du passif social. C'est ce qu'on appelle effectivement donc la poursuite de l'activité par cette cession, par le rebond. C'est ce que la loi, entre guillemets, Covid a instauré. Ensuite, nous évoquerons également ce qui a été modifié par la loi Covid, c'est-à-dire la sauvegarde accélérée ou le prépack, et c'est Maître Picard qui nous en parlera, avant de terminer par toutes les mesures qui permettent de faciliter les redressements judiciaires en cours, ces entreprises qui sont fragilisées parce qu'elles sont déjà en plan. Et donc, il y a un certain nombre de modifications qui sont intervenues également, qui sont très importantes et qui sont utilisées désormais fréquemment, consistant donc à geler, modifier, rééchelonner les plans en cours de plusieurs années. C'est donc Maître Poinsart qui évoquera ce sujet. Alors, on évoque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet de ce webinaire dans une situation, dans un contexte assez étonnant, contexte dans lequel des entreprises en parfaite santé, avec des modèles économiques très éprouvés, se sont retrouvées en quelques semaines dans une situation extrêmement délicate, puisque des entreprises ayant pignon sur rue, ayant des capitaux propres très largement positifs, ayant un développement économique à toute épreuve, se retrouvent aujourd'hui à gérer une crise de trésorerie. Et cette crise de trésorerie pouvant aller bien évidemment jusqu'à la cessation des paiements et jusqu'à la disparition de ces entreprises. Alors, on connaît tous
ces secteurs d'activité qui sont brutalement touchés par les difficultés. J'évoque bien évidemment le secteur du tourisme, le secteur hôtelier. On peut parler bien évidemment des grands palaces parisiens qui sont aujourd'hui fermés, du secteur de l'événementiel, de la culture, le secteur du loisir, et puis le secteur de l'aéronautique et le secteur des compagnies aériennes. Donc, ces secteurs qui, jusqu'à présent, allaient plutôt bien et se retrouvent aujourd'hui plongés dans une crise sans précédent. Alors, on a ces secteurs d'activité frontalement touchés par le Covid, d'autres secteurs qui étaient déjà fragiles, à savoir notamment les secteurs concurrencés par le e-commerce. C'est le secteur traditionnel de la distribution, et notamment de la distribution dans le secteur de l'habillement, puisque vous avez vu qu'au cours des derniers mois, des secteurs entiers, des groupes entiers se sont effondrés avec des dépôts de bilan en chaîne, Camaïeu, La Halle, etc. Donc des secteurs de retail complètement fragilisés et qui se sont retrouvés très clairement en liquidation judiciaire avec reprise de tout ou partie des fonds de commerce à la barre des juridictions. Et puis, vous avez à côté donc, de ces secteurs frappés par le Covid, de ces secteurs frappés parce qu'ils étaient déjà fragilisés comme le secteur de l'habillement, des comportements de consommateurs qui vont entraîner des difficultés dans d'autres secteurs. Et on peut, par exemple, évoquer l'immobilier de bureau, notamment dans les grandes capitales où, effectivement, avec le télétravail, la multiplication du télétravail, se pose la question de la pérennité de ces secteurs, galeries commerciales ou autres, touchés par le télétravail. Alors, une mobilisation exceptionnelle de l'État, je vais être très rapide. Aujourd'hui, est sorti un communiqué de Bercy. Le report d'échéances fiscales et sociales s'élève à 29 milliards. Les exonérations et les aides au paiement, c'est 5,2 milliards. Les plans d'échelonnement des créances, enfin des dettes fiscales et sociales pourront aller jusqu'à 36 mois, annonce Bercy. Ce sont 700 000 plans spontanés qui sont proposés par l'URSSAF, c'est-à-dire que dans 700 000 entreprises, l'URSSAF elle-même contacte les entreprises pour proposer des échéanciers pour que les entreprises puissent reprendre leurs paiements et amortir leurs charges fiscales et sociales. Vous avez de ce qu'on appelle des mesures de bienveillance fiscale qui ont été mises en place pour 274 000 entreprises aujourd'hui pour un montant de 17,5 milliards d'euros. Les prêts participatifs, vous le savez, qui sont également actionnés lorsque l'entreprise n'a pas pu lever un PGE, lorsqu'elle s'est vue opposer un refus de la part de ses partenaires bancaires. Les CODEFI, c'est-à-dire Bercy, met en place directement des prêts bonifiés aux entreprises en difficulté. Ce sont 50 milliards d'euros qui ont été pour l'instant dépensés pour le chômage partiel et ces 100 milliards de PGE qui ont été accordés avec un risque entre guillemets limité pour les établissements de crédit à hauteur de 10%, comme vous le savez. Alors, cette augmentation, cette mobilisation exceptionnelle de l'État entraîne une situation assez compréhensible au niveau des juridictions et au niveau des défaillances d'entreprises. Puisque les défaillances d'entreprises s'effondrent, puisque, pour vous donner quelques chiffres, en mars 2019, c'est 4 822 procédures qui étaient ouvertes. En mars 2020, c'est 2 622, moins 50%. En avril 2019, c'était 4 366 procédures ouvertes, alors qu'en avril 2020, nous sommes à 1 144 procédures ouvertes. Alors, d'ailleurs, je me tourne auprès du président du tribunal de commerce. Monsieur le président, vous-même, est-ce que vous constatez depuis donc, le confinement et le déconfinement, quelle est la situation auprès de votre tribunal, tant en matière judiciaire, ouverture de procédure, redressement ou sauvegarde, ou même en mandat ad hoc? Est-ce que finalement, les entreprises se pressent dans votre bureau pour solliciter votre aide pour gérer leur trésorerie au mieux et échelonner toutes ces dettes fiscales, sociales ou bancaires? Très bien. Oui, alors c'est un sujet effectivement assez surréaliste
qu'on vit aujourd'hui, puisque à la fois on a une crise historique et puis on a un niveau historiquement bas des procédures au tribunal. Alors le tribunal de Dijon suit à peu près la même mouvance, hein, c'est général aux tribunaux de commerce en France. Alors moi, mes chiffres sur Dijon, voilà, on rejoint, c'est-à-dire qu'il faut faire attention au pourcentage de baisse, parce que l'année 2019 est une année déjà très faible au niveau des procédures collectives et 2018 pardon, n'était pas si mauvais. Donc en fait, on a vu une baisse déjà à peu près de 10% des procédures 2019 par rapport à 2018. Donc si on prend les pourcentages, on se perd toujours dans les pourcentages, mais nous, Dijon, d'ouverture de procédures collectives, on est à moins 36% à fin août, sachant qu'au mois de septembre, on est à moins 15% sur le seul mois de septembre, moins 15%. Ça veut dire que ce moins 36%, c'est moins 50% par rapport à une année de difficulté moyenne. On était quand même sur des trends assez positifs les années précédentes. Donc, on est effectivement sur un effondrement, mais principalement des ouvertures de redressement judiciaire, puisqu'au niveau des liquidations, on est certes en baisse, mais sur les liquidations simplifiées, on est à plus de 10%. Donc, en fait, plus 10%, moins 5%, on est en stabilité en liquidation simplifiée, c'est-à-dire pas de salariés ou très peu, pas d'actifs. Par contre, sur les ouvertures sérieuses, de redressement, avec des espoirs de redressement, on a un effondrement de moins 38%. Donc, en fait, aussi par le fait que les assignations ont été supprimées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit toute la période, effectivement, de confinement, bien sûr, il n'y a pas eu d'assignation, toute cette période d'urgence sanitaire. Et puis, l'URSSAF devait reprendre ses assignations au mois de septembre. Et en fait, des demandes ont été faites de la part de l'État pour être très prudent, puisque il y a aussi, quelque part, on peut le dire, une volonté politique de ne pas être en première ligne pour faire tomber les sociétés. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, d'ailleurs, ça peut être un atout aussi dans les discussions, c'est qu'on a souvent les organismes sociaux, les finances publiques qui sont plutôt bienveillants dans les accords, qui fait que ça peut être un atout en période de prévention. Donc, elles ne veulent pas être en première ligne. J'ai des exemples très précis de grosses entreprises au niveau TCS où l'État ne veut pas être en première ligne. Donc, ça, c'est un fait. Et puis, alors, ce qui n'est pas rassurant du tout, mais ce qui est un peu compréhensible, c'est que toutes les préventions, les procédures de mandat ad hoc, conciliation sont effondrées aussi. Alors, vous me direz, c'est un peu logique. À partir du moment où on met en place des PGE, on met en place des exonérations de charges sociales, on met en place toute une sorte de mesures fortes pour éviter à ce que l'entreprise soit en difficulté. Du coup, le mandat ad hoc aujourd'hui, enfin, je dirais aujourd'hui, on se fait rattraper par le temps, mais ces derniers mois étaient quand même moins efficaces. Et on observe des demandes d'ailleurs de clôture de mandat ad hoc, puisque les mandataires se sentent un peu inutiles par rapport à toutes les mesures qui sont mises en place. Mais l'enjeu économique, c'est de ne pas rater la prochaine étape. C'est-à-dire que le mandat ad hoc, on voit bien que ça se durcit, hein, que la crise dure, on va retomber dans des grosses difficultés et que le début d'année prochaine va être compliqué. C'est là où il va falloir réactiver les mandats ad hoc, et c'est là où les mandats ad hoc et les conciliations seront, à mon avis, indispensables et très importantes. Voilà, donc une situation générale qui représente un peu la situation de tous les tribunaux de commerce en France, effondrement des procédures, voilà, et stand-by, quasiment pas d'assignation d'organismes sociaux, très peu de demandes de redressement. Il y a des mesures qui sont en place, il y a des délais, on en parlera, et puis il faut essayer d'articuler tout ça. Mais voilà, au niveau du tribunal, on est dans une situation un peu lunaire, comme ça, qu'on n'a jamais connue, il faut le dire. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, une anesthésie totale, finalement, des procédures judiciaires ou des procédures amiables, avec le risque que dénoncent les praticiens d'une vague de fond, d'un tsunami de procédures collectives qui pourra intervenir, puisque
C'est comme un petit peu dans le cadre de cette crise sanitaire. Les gens ont tendance à moins se soigner, à moins se faire dépister, à moins se faire soigner d'autres pathologies que la pathologie du coronavirus. Ce qui fait qu'effectivement, les entrepreneurs ne se tournent pas vers des outils à leur disposition pour anticiper la gestion de leur trésorerie, puisqu'aujourd'hui, il y a le PGE, il y a des exonérations de charges, des reports de charges. Mais il faut, c'est notre avis, anticiper, c'est-à-dire commencer à négocier avec ces établissements de crédit pour pouvoir reporter, rééchelonner, pour que lorsque effectivement les paiements des charges vont reprendre, lorsque le PGE va devoir commencer à être réglé, que l'entreprise conserve de la trésorerie pour faire face effectivement à une situation beaucoup plus difficile. Alors, on aborde très rapidement la cessation des paiements, puisque finalement, le symptôme et ce qui doit déclencher une réaction de la part des chefs d'entreprise, c'est ces symptômes. Et les symptômes celui le plus crucial, c'est la cessation des paiements. La cessation des paiements, bien évidemment, vous le savez, c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Quand on parle d'actifs disponibles, on parle bien évidemment de ces disponibilités bancaires, de ces réserves de financement, de découvert qui n'ont pas encore été utilisées. On peut y rajouter effectivement également ces créances clients à partir du moment où vous avez une capacité de mobilisation de votre poste client très rapide. Et puis, vous pouvez y rajouter des créances clients, des stocks, pardon, s'ils sont immédiatement réalisables. Donc, c'est véritablement le cash immédiatement disponible qui est le premier curseur qui détermine, qui définit l'actif. Si on détient 12 immeubles, 12 châteaux à son actif, ce n'est pas un actif disponible. Donc, le chef d'entreprise est quand même en état de cessation des paiements car il ne pourra peut-être pas payer la taxe foncière qui est exigible immédiatement, même s'il a son actif 12 châteaux, car les 12 châteaux ne sont pas des actifs réalisables immédiatement. Je le dis parce que les chefs d'entreprise parfois se le disent, on a des actifs, on a des stocks, on a des tas de choses, on a des créances clients, les gens vont nous payer, nos clients vont nous payer. Donc, finalement, on n'est pas en état de cessation des paiements. Non, c'est vraiment une notion de cash, c'est une notion de trésorerie, c'est une notion de cash flow. Donc, on regarde ce qu'on a en caisse à un moment donné, et on regarde quel est le passif qui est exigible. Et je rappelle que le passif exigible, c'est celui qui doit être payé à échéance. Et lorsqu'on a des fournisseurs à payer, même si le fournisseur ne se manifeste pas, on doit prendre la date d'échéance qui est à payer, sauf un moratoire écrit fourni par son fournisseur qui permet de décaler cette exigibilité, faute de quoi on regardera s'il y a une procédure collective qui s'ouvre et si on cherche la date de cessation des paiements pour reprocher aux dirigeants de n'avoir pas tiré les conséquences légales de la cessation des paiements, on ira rechercher à quel moment le passif était exigible et à quel moment la dette de fournisseur devait être réglée en fonction de la date qui figure sur ces documentations commerciales. C'est là encore un point très important parce que les chefs d'entreprise ont tendance à considérer que comme on ne leur fait pas de procès et comme les fournisseurs ne se manifestent pas toujours, ils sont à l'abri de la cessation des paiements. C'est faux. Alors, cette cessation des paiements elle est extrêmement importante pour déterminer finalement dans quel cadre vous vous situez. Vous êtes en état de cessation des paiements, vous avez l'obligation dans les 45 jours d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Et je rappelle quand même que 3 fois sur 4, un redressement judiciaire peut aboutir à une liquidation judiciaire. C'est-à-dire que plus vous prenez votre problème tardivement, moins vous avez de chances de vous redresser, puisqu'il y a à peu près 80% de chances de se redresser amiablement lorsqu'on choisit des mesures de traitement amiable de ces difficultés, mandat doc ou conciliation, alors que lorsqu'on rentre dans une procédure judiciaire, notamment un redressement judiciaire, les chances s'épuisent et donc on a beaucoup moins de chances d'obtenir un plan de redressement et d'aller jusqu'au bout de son plan de 10 ans, par exemple. Donc, très important, intervenir le plus tôt possible, avant même l'apparition de l'état de cessation des paiements, pour entrer dans des procédures de traitement amiable, mandat ad hoc ou conciliation, car lorsqu'on est en cessation des paiements,
On doit, dans les 45 jours à ce moment-là, solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Et là, on se retrouve bien évidemment dans le cas d'une procédure publique. Il n'y a plus de confidentialité et il n'y a plus de consensualisme dans les négociations. Alors, on est bien, donc on n'est pas en état de cessation des paiements. On va traiter amiablement ces difficultés. Et là, je laisse la parole à Maître Maurice Picard, qui va donc nous ouvrir sa boîte à outils pour distinguer effectivement dans les outils le mandat ad hoc et la conciliation. Quand est-ce qu'on l'ouvre, comment on l'ouvre et qu'est-ce qu'on obtient avec ses créanciers en termes de trésorerie et pour éviter la cessation des paiements quand on utilise ces procédures. Merci, Maître Seutet. Donc, je m'adresse à vous tous concernant ces procédures amiables de prévention et qui sont des procédures confidentielles. Et c'est, je pense, la caractéristique essentielle de ces procédures, c'est la confidentialité. Ce sont des procédures que je gère depuis de nombreuses années. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces procédures ne sont pas récentes. Elles ne sont pas récentes, elles ne datent pas, même pas de la loi de 2005, la fameuse loi Perbel, le chapter 11, entre autres, qui a créé la sauvegarde. Mais ces procédures, elles datent, d'ailleurs, si on prend l'historique, c'est le fameux règlement amiable qui a été la première procédure confidentielle, date de 1984. Quant au mandat ad hoc, pour la première fois, on le voit apparaître en 1994 dans le Code de commerce. Il apparaît comment? Il apparaît lorsqu'il y a eu cette fameuse crise immobilière à Paris, dans la région parisienne, où il y avait, pour ces entreprises en difficulté due à la crise immobilière, il n'y avait que quelques créanciers qui étaient en général les établissements financiers. Et on s'est dit à l'époque que si on rentrait dans les procédures collectives, on allait anéantir le marché immobilier et qu'il était préférable de mettre autour de la table les quelques établissements financiers qui portaient les engagements sur ces sociétés en difficulté. C'est comme cela que construction, comme on dit, droit prétorium, a été créé ce mandat ad hoc. Alors, ces procédures confidentielles qui ont été reprises en 2005 avec donc le mandat ad hoc et la conciliation, elles sont d'une grande utilité, d'une grande efficacité. Grande efficacité notamment sur le taux de réussite. On sait qu'a priori, même s'il y a une confidentialité dans les statistiques, bien évidemment, j'y reviendrai après, on sait qu'il y a à peu près environ 70% de ces procédures qui obtiennent un résultat favorable, un résultat permettant de dénouer la crise et de remettre l'entreprise dans une situation normale. Alors, sont-elles toujours confidentielles? Là, je prends la presse récente, mais sur des sujets ô combien importants. Si vous regardez les échos de ce matin, eh bien, vous apercevez que Mediapro, dont on parle beaucoup dans le monde du football, puisque Mediapro a acquis les fameux droits télévisés pour environ 800 millions par an sur une durée de 4 ans. Mediapro est en difficulté pour payer la première annuité et les premières échéances. Mediapro vient de se mettre sous mandat ad hoc au tribunal de commerce de Paris, avec un mandataire domicilié à Nanterre. On peut le deviner. Bien. Donc, ça veut dire que ces procédures, à certains niveaux, sont plus ou moins confidentielles. Et rappelez-vous, la semaine dernière, également dans les échos, vous aviez l'ouverture du mandat ad hoc concernant la filiale immobilière du groupe Accor, dans laquelle Accor détient à peu près 30%, le reste étant détenu par des investisseurs étrangers et français, où il y a une dette bancaire de l'ordre de 4 milliards d'euros. Voilà. Donc, ces entreprises significatives, quand elles rentrent dans les mandats, on a cité tout à l'heure la Halle, le groupe La Halle, évidemment, la confidentialité n'est peut-être pas toujours conservée. En revanche, j'insiste bien, parce que ces procédures, elles fonctionnent très bien pour des PME et même pour des TPE. Elles fonctionnent très bien, parce que là, la confidentialité, elle va jouer. Alors, il y a une question qu'on va me poser, autant à la limite, y répondre tout de suite. Mais ça coûte combien? Ça coûte combien? Est-ce que je vais pouvoir y faire face? Je vous répondrai ceci sur ce sujet-là. On l'aura éliminé, on l'aura traité et éliminé. Le premier souci, c'est que désormais, tout est réglementé au niveau de la tarification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tarif directement, il y a une convention d'honoraires qui sera signée à l'ouverture du mandat ou de la conciliation entre le chef d'entreprise et le mandataire ou le conciliateur qui aura été pressenti, parce que en général, le chef d'entreprise, avec ses conseils du droit, conseil du chiffre, il va effectivement choisir un conciliateur avec qui, ou un mandataire avec qui il a l'intention de travailler. Donc, il y a une convention d'honoraires qui sera soumise au président du tribunal. Le président ne pourra pas ouvrir un mandat ad hoc ou ouvrir une conciliation tant qu'il n'y aura pas cette convention d'honoraires qui aura été signée et qui va prévoir deux choses. Prévoir la tarification, les paramètres de tarification
et prévoir un montant maximum. En fait, les honoraires seront capés. Et à l'issue de la procédure, c'est le président du tribunal qui va arrêter le montant des honoraires. En ce qui me concerne, je ne devais jamais solliciter l'arrêté des honoraires auprès du président tant que je ne suis pas mis d'accord avec le chef d'entreprise. Donc, il faut vite régler ce problème. La conciliation, le mandat fonctionne très bien pour les PME et pour les TPE, mais il faut aussi, bien sûr, que nous nous adaptions à ces entreprises. Les points de tarification ne seront pas les mêmes pour une TPE de 10 personnes que pour une entreprise qui pourra avoir 200 ou 300 salariés. Il faut donc s'adapter à ces situations. C'est notre rôle. Nous devons le faire et nous savons le faire. Donc, j'ai dit ça. Différence entre le mandat et la conciliation. Éric Ciotet a défini ce qu'était tout à l'heure, a défini la cessation des paiements. La conciliation est une procédure qui peut être ouverte par le président du tribunal. Donc, il y a toujours un cadre judiciaire, il y a un contrôle du président du tribunal dans cette procédure pour toute entreprise qui rencontre des difficultés d'ordre économique, social, financier, et qui n'est pas en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Donc, on peut en bénéficier, même en état en cessation des paiements. En revanche, dans le cas du mandat ad hoc, là, il n'y a rien de prévu concernant cet état de cessation des paiements. C'est pour ça que certains, et notamment les juridictions, en ont déduit que le mandat ad hoc était réservé aux entreprises qui n'étaient pas encore en cessation des paiements. Je ferai une réserve, que j'ai eu quand même une décision, notamment sur Paris, où on considère qu'il est possible, malgré tout, d'ouvrir un mandat pour une entreprise qui serait déjà en cessation des paiements, bien sûr dans cette limite de 45 jours, mais à la condition, bien sûr, que très rapidement après l'ouverture, les mesures prises mettent fin à l'état de cessation des paiements. Bon, c'est une simple remarque que je voulais faire. Alors, comment va se comporter ce mandataire ou ce conciliateur dans ce climat de confidentialité pour parvenir à dénouer la crise que rencontre l'entreprise, crise économique, mais qui va se traduire bien sûr par une crise de trésorerie. Il n'y a pas de crise de trésorerie, il n'y aurait pas d'ouverture de mandat ad hoc, en général. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur, il va s'appuyer sur le chef d'entreprise, il va s'appuyer sur ses conseils. Il aura besoin immédiatement, pour y voir clair, d'un état des lieux, une situation comptable la plus récente possible et bien sûr la plus juste possible. Il aura besoin également de prévision, d'un BP, pour savoir si l'entreprise est capable de remédier aux éléments qui ont entraîné les difficultés qui sont survenues. Donc, comment revenir d'abord au point d'équilibre, c'est la moindre des choses, et ensuite de retrouver ce qu'on appelle une capacité bénéficiaire, façon de richesse, bien évidemment. Donc, comment le faire, quels moyens mettre en œuvre, et surtout, quel sera le coût de toutes ces mesures. D'où, ensuite, un plan de trésorerie qui sera quelque chose d'absolument nécessaire. Nécessaire pour engager des négociations, si on le peut, avec quelle catégorie de créanciers, quelle catégorie de partenaires. Dans ces procédures, pour respecter la confidentialité, il faut évidemment éviter d'y mettre les fournisseurs. Si les fournisseurs sont dans la connaissance de ces procédures, on va créer à ce moment-là un trouble très grave sur le crédit fournisseur, condition bien sûr qu'il existe toujours. Les assureurs crédit également seront prévenus. Ça peut être une contrainte supplémentaire de la détérioration de la trésorerie de l'entreprise. Donc, faisons très attention. Ce qui fait que dans la pratique, les négociations que nous allons engager, avec bien sûr le chef d'entreprise et ses conseils, se feront auprès de catégories de créanciers qui savent respecter la confidentialité, à savoir, les établissements financiers, banquiers, organismes de crédit bail ou autres prêteurs, et les créanciers publics ou parapublics qui sont en général regroupés au sein de ce qu'on appelle la CCSF, Commission des chefs des services financiers, institution départementale qui est présidée par le directeur des finances publiques, anciennement le trésorier payeur général, auprès desquels nous allons négocier effectivement des délais. Pour que ces négociations réussissent, il y a deux paramètres très importants, deux fondamentaux, en dehors du marché, parce qu'évidemment, si le marché n'existe plus, c'est très difficile de parvenir à un accord quelconque. Et en revanche, deux fondamentaux, à savoir, la qualité du management, et deux, la qualité de la documentation financière qui sera fournie dans le cadre de ces négociations, documentation que j'ai indiquée il y a quelques instants, état des lieux, business plan, prévision, plan de trésorerie. Et à l'expérience, je peux vous dire, j'ai constaté des négociations qui ont, sur des sociétés importantes, qui ont foiré au tout début parce que les banquiers présents ou les financiers présents n'avaient aucune confiance dans les documents qui étaient présentés. Et généralement,
les établissements financiers sur des entreprises d'une certaine taille veulent avoir un œil extérieur, un indépendant qui vient effectivement vérifier tout ceci. Et dans cette affaire que je vous cite à l'instant, il a fallu faire appel à un cabinet entre guillemets indépendant et au bout de 2 mois, la solution était trouvée. Donc j'insiste bien sur la qualité de la documentation financière et évidemment, la qualité du management. Parce que la négociation avec les financiers, c'est une négociation de confiance. Il faut que le rapport de confiance existe toujours entre l'entreprise et les financiers. Je rappelle que le rapport bancaire, c'est d'abord un rapport de confiance. Quand vous avez des concours bancaires sous forme de découvert ou de cession de créances l'ODI, je peux vous dire que là, il faut quand même que le banquier ait confiance pour accorder ce type de concours à une entreprise. Voilà. Alors, que va faire ce mandataire ad hoc ou ce conciliateur? Eh bien, il va tenter, dans ces négociations, de parvenir à un accord en l'utilisant quel type de levier? Eh bien, en l'utilisant pour les concours qui existent déjà, à savoir des découverts, des facilités de caisse, des concours sous forme de mobilisation du poste client, loi DAI, MCNE pour l'exportation, ou sur les prêts, il va obtenir effectivement tenter d'obtenir le maintien des découverts qui auraient pu être dénoncés, obtenir une franchise de remboursement des moyens termes, ce qui en cash effectivement représente une économie parfois ou souvent significative. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il a fait souvent l'essentiel. Est-ce qu'il va obtenir de la part des banques des concours nouveaux, ce qu'on appelle des concours new money? Alors, cela est prévu par les textes. C'est plus compliqué à obtenir. Il est rare que les banquiers qui sont déjà engagés acceptent de s'engager davantage parce qu'il y a quand même des risques, surtout si, par hypothèse, le protocole de conciliation qui pourrait intervenir serait par la suite rendu caduc si une procédure collective était ensuite ouverte. Je passe sur le sujet que M. Settet connaît bien. Bon, pour dire ceci, c'est que les concours nouveaux, et ça c'est le Code de commerce 2005 qui l'a prévu, ces concours nouveaux, cette new money, seront des concours privilégiés, à condition bien sûr que le tribunal le reconnaisse dans un jugement d'homologation du protocole de conciliation, ce qui veut dire que si demain, l'entreprise connaissait de nouvelles difficultés, une défaillance et une procédure collective, ces prêteurs garantis par ces concours nouveaux, par ce privilège de new money, seraient traités par priorité aux autres créanciers, aux anciens créanciers. Il y a une avancée qui a été faite, qui est utilisée plutôt rarement, mais souvent avec une garantie complémentaire à trouver dans le cadre de concours et dans le cadre de garantie où on met vraiment les actifs maintenant à l'écart de l'entreprise, notamment en développant, par exemple, les concours garantis sous forme de fiducie ou par des fiducies sûreté. Bon, voilà rapidement comment nous négocions, comment se termine la procédure et quel délai. Alors, et ça c'est peut-être la difficulté par rapport à une procédure collective qui sera évoquée dans quelques instants par Maître Poissard, car les délais ne sont pas du tout les mêmes. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des délais pour la durée de la procédure? En mandat ad hoc, il n'y a pas de délai. Le président, oui, fixe un délai, en général le mandataire ad hoc, qui lui donne un délai de 3 mois, 4 mois, à renouveler si nécessaire. Je dirais qu'en mandat ad hoc, le délai, c'est un délai financier, un délai de confiance. La procédure ne pourra pas durer indéfiniment parce qu'il y aura manifestement des problèmes de financement qui vont se poser si on ne présente pas rapidement une solution aux établissements financiers. Donc le délai, c'est un délai, je dirais, de sagesse par rapport à un critère financier. En revanche, en conciliation, là, les délais, car on est sur une procédure qui concerne des entreprises qui sont déjà, pour certaines, en cessation des paiements, 45 jours néanmoins, bien là, il faut qu'il y ait une réglementation. On ne peut pas laisser la procédure durer indéfiniment. Donc, elle est limitée à 4 mois plus 1 mois, ce qui fait 5 mois. Voilà. Il faut donc, en 5 mois, trouver la solution. Et parfois, ce n'est pas simple. Parfois, ce n'est pas simple par rapport à l'ensemble des créanciers qui vont rentrer dans la négociation, tous les financiers dont j'ai parlé, également les créanciers fiscaux et sociaux, la CCSF. J'ai oublié aussi une catégorie de participants aux négociations. Je dis que les fournisseurs, si possible, on les mettait en dehors. Je vous expliquais pourquoi. Il y a une catégorie qu'on ne peut pas ignorer. Ce sont les actionnaires. Parce que les banquiers vous disent très souvent, à juste titre, on est en train aujourd'hui de venir financer des pertes. Et le financement des pertes, ce n'est pas à nous que ça incombe. Le financement des pertes, il incombe à l'actionnaire. Donc, il faut que l'actionnaire soit aussi autour de la table et prenne sa part, s'il le peut. Parce que parfois, il ne le peut pas, notamment dans les PME, TPE. Il faut également qu'il prenne sa part et ne jamais oublier, effectivement, le rôle de l'actionnaire dans ces négociations. Donc là, je vais donner le délai. Je vous parlerai après les effets des mesures Covid. Et une fois qu'on arrive soit à la réussite, à un accord, soit à défaut d'accord, à l'échec. En cas d'accord, un protocole va être signé
avec ses principaux partenaires que je vous ai cités, et parallèlement, un accord sera recherché avec la CCSF. Je peux vous dire que l'État a toujours fait ce qu'il fallait faire précédemment, et encore davantage depuis effectivement les effets Covid. Je peux vous dire que, alors c'est très curieux, je ne sais pas qui m'entend actuellement, mais que je constate qu'il y a, parce que je travaille sur X départements, des CCSF qui ont des positions assez différentes les unes des autres. Et j'ai un département que je connais bien, où la CCSF accepte des délais jusqu'à 36 mois, sans garantie particulière, pour accorder effectivement ce genre de moratoire. Donc, une fois que ces accords sont obtenus, dans les délais que je vous ai indiqués, eh bien, il faut effectivement qu'il y ait une décision qui sécurise ces accords. Et là, il y a deux types de possibilités ou de décisions. Soit nous allons voir le président du tribunal qui va seulement constater les accords et leur donner force exécutoire, tout ceci toujours dans la confidentialité, et tout restera confidentiel jusqu'à la clôture. Soit parce qu'il y a de la new money dont j'ai parlé tout à l'heure, soit parce qu'il y a peut-être des mesures importantes, des cessions d'actifs prévues dans un protocole, les parties vont demander au tribunal de bien vouloir homologuer l'accord, les accords obtenus. Et là, on s'adressera au tribunal. Avantage, inconvénient. Avantage, ça sera une décision beaucoup plus forte, parce que si ultérieurement il y a une difficulté, une procédure collective, on ne pourra pas faire remonter la cessation des paiements au-delà de cette décision du tribunal. Inconvénient éventuellement, c'est que le jugement pour le rendre opposable au tiers devra être publié. Non pas les modalités de l'accord qui resteront confidentielles, mais le jugement sera publié et à ce moment-là, les tiers en auront connaissance, ce qui pourra porter effectivement atteinte éventuellement au crédit fournisseur d'entreprise. Bon, voilà, si vous voulez, très rapidement, ce qui a été prévu. Alors, vous allez me dire si un créancier ne veut pas rentrer dans un accord. Je pense notamment, par exemple, à un banquier. Bon, pour un découvert. Un banquier a consenti un découvert, il l'a dénoncé, le découvert est exigible. Et on propose à tous ces créanciers un délai de remboursement sur X années. Le banquier ne le veut pas. Et à ce moment-là, pour ne pas bloquer la négociation, il était toujours possible, alors dans une procédure contradictoire, ça c'est en droit commun, de saisir le président du tribunal pour obtenir les délais du Code civil, les 2 ans de délai pour rembourser ce créancier récalcitrant. Depuis les effets Covid, qu'est-ce qu'il y a de particulier? D'abord, on a allongé la conciliation, et cette mesure maintenant, elle n'existe plus, c'est passé. On a allongé de 5 mois si nécessaire. Deuxièmement, on a également prévu qu'il était possible de réouvrir ou de rouvrir pendant une conciliation immédiatement après la fin de la conciliation. Cette mesure, bien sûr, n'existe plus à partir du mois d'août. Et surtout, ce qui a été prévu par ces 2 ordonnances Covid de mars, 20 mars et du 27 mars et du 20 mai, c'est pour les créanciers qui, pendant la durée de la conciliation, qui vient de la conciliation, n'accepteraient pas de suspendre amiablement les poursuites qu'ils avaient déjà engagées ou qu'ils voudraient engager. Et malgré la négociation engagée par le conciliateur, ils maintiendraient leur volonté d'engager des poursuites. Eh bien, le conciliateur pourrait obtenir du président du tribunal, sans pression contradictoire, sur une simple requête, que le président ordonne la suspension des poursuites à l'encontre de ceux ou de ses créanciers qui pourraient mettre en échec toute la négociation. Du président du tribunal étant d'ailleurs communiqué au ministère public. Et puis deuxièmement, si un créancier ne voulait pas rentrer dans l'accord, eh bien dans ces conciliations avec les opérations Covid ou les effets Covid, décisions Covid, il est possible également de saisir le président du tribunal, non plus sous la forme d'une procédure contradictoire, mais par simple requête, pour qu'il impose à ce créancier les délais prévus par le Code civil. Voilà. Rapidement, les effets Covid dans ces procédures. Donc, ce que je voudrais surtout dire, c'est que ces procédures amiables, elles fonctionnent très bien. Si nous avons encore effectivement une capacité pour l'entreprise, si l'entreprise a encore une capacité à retourner la situation et remédier aux difficultés qu'elle a rencontrées, si elle a aussi les moyens de financer ces mesures, ça c'est extrêmement important, et surtout, si elle présente à ses partenaires des éléments fiables. Alors, la difficulté qu'elle pourrait rencontrer, c'est si les mesures à prendre consistaient notamment à mettre en place une restructuration sociale, ce qui parfois peut être nécessaire quand il faut réduire la voilure. Là, ça peut être plus compliqué, parce que là, il y aurait des financements à mettre en place, et là, ça va être plus compliqué de l'obtenir de la part des banques déjà engagées. Et c'est là où la procédure collective peut devenir nécessaire, parce qu'en procédure collective, Maître Poisson vous le dira tout à l'heure,
là, il y a un organisme qui peut financer, qui s'appelle l'AGS, qui d'ailleurs a été créé en 1974, c'est déjà très ancien. Pour terminer, les entreprises actuellement, pour reprendre les propos de M. Sauté et surtout du président du tribunal de commerce de Dijon, l'entreprise, c'est vrai, depuis le mois de mars, on peut, très peu, eu recours à la fois aux procédures amiables et aux procédures collectives. Les entreprises, elles sont encore sous perfusion. Elles sont sous perfusion parce que, je reprends ce qui a été dit, premièrement, depuis le mois de mars, il y a eu le chômage partiel, il y a eu le report des charges sociales, il y a eu également le report des emprunts. Rappelez-vous que BPI, le premier, mais les banques ont fait pareil pendant 6 mois, ont décidé de ne plus mettre en recouvrement les emprunts qui avaient été consentis à ces entreprises. Donc 6 mois quand même de franchise de remboursement, c'est significatif. Et enfin, il y a eu les PGE. Voilà. Au propos des PGE, vous avez cité, M. Sauté a cité tout à l'heure le chiffre de à peu près de 100 milliards. L'enveloppe est de 300 milliards. L'enveloppe annoncée par à l'époque Macron, M. le Président de la République, c'était 300 milliards. Pour l'instant, l'enveloppe a été utilisée à hauteur de 110 ou 112 milliards. Et il y a à peu près 5000 entreprises qui en ont bénéficié. Ce qui veut dire que quand on fait le rapport, la moyenne de PGE est d'environ 200 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les PGE ont concerné et concernent essentiellement les TPE et les PME, petites PME, qui correspondent d'ailleurs à la physionomie des entreprises françaises. Il y a à peu près 3 500 000 entreprises en France, 90% sont des TPE ou des petites PME. Donc, ça, c'est le point. Ceci étant, et pour terminer, et je l'ai encore connu, je l'ai vu la semaine dernière, j'ai été consulté, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte, un groupe assez important qui a obtenu un PGE très significatif, 8 millions d'euros, qui donc aujourd'hui a une trésorerie très significative et qui rentre néanmoins dans son mandat ad hoc parce qu'ils ont moins 30% d'activité. Ils savent, parce qu'ils ont à peu près 150 magasins de détail en France, ils savent qu'ils ne pourront pas rétablir leur situation pendant des mois et des mois, et que s'ils ne font rien, en reprenant plus le remboursement des emprunts contractés précédemment, je ne parle même pas du PGE, dans 6 à 8 mois, la trésorerie sera ramenée à zéro. Donc, il est absolument nécessaire d'organiser quelque chose pour tenter de sauver l'entreprise. Ça veut dire que je pense que dans les prochaines semaines, nous allons être confrontés à ce type de situation parce que la perfusion dont j'ai parlé, elle va cesser. Il faudra que les entreprises, sauf certains secteurs très sinistrés, vous l'avez cité, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, l'entreprise reprenne le paiement des charges, reprenne le paiement des emprunts contractés précédemment. Et là, il peut y avoir quelques difficultés, surtout si l'activité est en recul par rapport à ce qui se passait précédemment. Voilà mes propos sur le sujet. Merci Maurice pour ces propos. Je retiens deux points qui ne se trouvent pas dans le Code de commerce, à savoir tout d'abord la qualité du management, puisqu'effectivement, lors de l'ouverture des mandats ad hoc ou des conciliations, le chef d'entreprise, tout d'abord, doit expliquer l'origine de ces difficultés. Il doit faire un petit peu un autodiagnostic, il doit reconnaître les difficultés, il doit les détecter, il doit trouver des plans de retournement, c'est-à-dire il doit mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que l'entreprise retrouve une capacité bénéficiaire. Et comme il a perdu en quelque sorte sa crédibilité auprès des banques qui ont parfois dénoncé leur concours bancaire, ce qui l'a amené, ce chef d'entreprise à ouvrir une procédure, il doit remonter la pente en termes de crédibilité pour retrouver la confiance qu'il a fait auprès de ses banques en reconnaissant ses difficultés, peut-être ses fautes également, et en proposant bien évidemment un plan de développement pour se retourner. Ça, c'est la première chose que tu as indiqué, Maurice. Et le deuxième point, tu l'as également indiqué, et c'est toujours aussi basé sur la crédibilité, sur la confiance, c'est la documentation financière. C'est qu'effectivement, les banquiers peuvent commencer à dire, écoutez, monsieur, là, vous avez attendu longtemps avant de vous rendre compte de ce qui est arrivé. Est-ce que vous avez des outils fiables, un tableau de bord fiable? Et puis, finalement, nous, on a une certaine défiance à votre égard, puis peut-être aussi à l'égard de vos experts comptables, peut-être parfois, ou de la qualité de votre information comptable, qui est peut-être pas suffisamment fine en termes de contrôle de gestion. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, Maurice, tu le disais, pour éviter cette discussion stérile, cette polémique, parfois, on peut faire intervenir des tiers
qui ne connaissent pas le chef d'entreprise et qui vont donc de manière très objective, très impartiale, redonner là aussi de la confiance en apportant un flash, un diagnostic financier et des pistes de retournement de l'entreprise. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez est-ce que vous avez tout d'abord été saisi, c'est un point important sur les effets Covid, cette possibilité sans contradictoire d'imposer à un créancier récalcitrant qui refuserait d'accorder des délais, la possibilité de de lui imposer une suspension, une interruption de son recouvrement. Est-ce que vous avez déjà été saisi d'une telle demande et comment la traitez-vous? Très bien, merci. En tout cas, merci à Maître Picard de ces explications passionnantes d'un homme de terrain et qui connaît parfaitement ces procédures. C'était très intéressant. Au niveau du tribunal, alors j'ai eu affaire à deux interventions. Alors, une requête effectivement sur une grosse société, TCS, qui était en négociation assez difficile et avancée sur des gros montants et effectivement une négociation douloureuse, stratégique, une entreprise stratégique pour le pays. Et effectivement, on était dans une guerre effectivement de créanciers qui n'étaient pas partis à l'accord, à la discussion et qui, effectivement, de par leur demande de cessation des paiements, parce qu'effectivement, il y avait, en l'occurrence, c'était des crédits bailleurs qui voulaient absolument le paiement ou récupérer le matériel, qui faisait que c'était la mort de l'entreprise. Donc, il fallait effectivement ces requêtes pour bloquer ces revendications. Bien, écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces lois Covid, et ça on peut satisfaire, mettent en avant la décision du tribunal de commerce. D'autres mesures, on verra notamment sur la cession éventuelle aux dirigeants. Je pense que les lois nous ont mis en première ligne pour estimer s'il était opportun ou pas de donner suite à certaines requêtes. Et donc, je peux m'en féliciter puisque le tribunal connaît bien la situation des entreprises et est en première ligne pour estimer s'il faut ou pas donner satisfaction à ces requêtes. Alors effectivement, je l'ai fait. J'ai analysé la situation, j'ai fait le point effectivement avec l'administrateur judiciaire de la situation de l'entreprise, des discussions en cours, même si, je dois le préciser, cette procédure amiable, c'est une vraie procédure amiable qui n'est pas judiciaire. Je crois qu'il est important de dire que, alors ça peut être frustrant des fois pour le président du tribunal, c'est qu'on est quelque part un peu observateur. Toutes ces discussions se font entre un conciliateur ou un mandataire ad hoc, des créanciers, mais je dois préciser que le président du tribunal ne doit pas interférer, s'ingérer dans ces discussions, même si des fois on peut peut-être l'avoir constaté dans le passé. Mais en tout cas, je tiens à ce côté très indépendant de la procédure amiable. Alors effectivement, c'est quelque part un peu frustrant dans une situation normale puisqu'on peut nous présenter des accords et finalement, on n'a pas grand-chose à dire sur ces accords. À partir du moment où il y a un accord entre créanciers et l'entreprise et qu'on sollicite le visa du président du tribunal de commerce ou la validation par le tribunal, je veux dire qu'à part l'ouverture effectivement d'une procédure de conciliation où le président doit quand même faire attention à la situation économique de l'entreprise et voir si effectivement la société n'est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, ce qui, au passage, est une situation délicate.
vous avez une grosse société, vous avez une demande de conciliation urgente et vous dites, oh là, stop, je vais nommer un expert pour voir si effectivement vous n'êtes pas en cessation des paiements. Ça veut dire qu'il faut nommer un expert si c'est une grosse société qui aille dans l'entreprise. Déjà, la confidentialité, là, on peut se poser aussi des questions. Et puis, le temps court. Et si on perd un mois ou deux à estimer ces sociétés en cessation des paiements, je pense que c'est la partie délicate. Donc, je dois dire et je dois réinsister sur le fait que ces procédures amiables sont vraiment des procédures amiables et pas judiciaires. Alors oui, j'ai pris mes responsabilités dans un très gros dossier récemment, parce que pour moi, il y avait nécessité à aller au bout des négociations et de bloquer effectivement certains créanciers agressifs qui n'étaient pas partis aux discussions, à l'accord. Voilà, effectivement, et je l'ai fait aussi à d'autres occasions, mais je pense qu'il faut faire attention, il faut analyser la situation, il faut voir qu'une chose, c'est le bien d'entreprise et puis l'accord éventuel et l'état d'aboutissement des discussions. Mais je pense que c'est une très bonne mesure parce que sur une conciliation où il y a un temps restreint, eh ben, il faut se donner toutes les chances d'aller au bout d'un accord satisfaisant pour toutes les parties. Mais encore une fois, je le répète, c'est quelque peu frustrant pour le président du tribunal de commerce puisque, ou la personne chargée de la prévention, puisque cet accord, eh bien, bon, il y a accord, donc je ne vois pas un président de tribunal refuser un accord et je ne vois pas la possibilité qui lui est donnée par la loi et en tout cas la jurisprudence de bloquer un accord et de le refuser. Voilà, en tout cas, cet outil qui est donné au président du tribunal de bloquer et de favoriser ces discussions, je pense qu'il est très favorable et très positif. J'avais une question, Maître Picard, par rapport à votre présentation. C'est que finalement, quel est l'intérêt pour un créancier de refuser finalement le moratoire? Parce que soit c'est effectivement l'ouverture d'une procédure judiciaire, effectivement, vous l'avez évoqué, soit effectivement c'est le recours au tribunal de commerce pour forcer la main au créancier. Donc, quelle est la motivation qui vous paraît, enfin, en tout cas celle que vous avez rencontrée, pour qu'un créancier dise ben non, finalement, je ne veux pas de moratoire avec cette entreprise? La motivation de ce créancier, très souvent, c'est un créancier qui est en opposition à une entreprise, qui n'a plus aucune confiance et qui veut sortir, et qui estime que les propositions qui lui sont faites pour sortir ne sont pas satisfaisantes pour lui. Alors après, je dirais, c'est le prix de la paix. Ceci étant, il faut bien comprendre également qu'en dehors des délais que nous avons évoqués, en dehors du pouvoir du président, qui aujourd'hui peut par ordonnance sur requête soit interrompre les poursuites, suspendre les poursuites pendant la phase de conciliation, soit ensuite imposer des délais. Mais ces délais, néanmoins, seront limités, et seront limités à 2 ans. Et parfois, ces délais seront insuffisants pour bâtir un véritable accord. Et c'est là où il existe une arme redoutable aujourd'hui, dans notre arsenal. C'est non pas la fameuse sauvegarde accélérée qui sera évoquée rapidement tout à l'heure, mais la fameuse sauvegarde financière accélérée. Et je m'explique. Avant cette création de 2008, il n'y avait que la sauvegarde, et quand une conciliation n'aboutissait pas, et l'affaire s'est produite dans le cadre de l'affaire Technicolor, où il y avait des tas de banques étrangères, et vous aviez des banques minoritaires dans le pool bancaire qui se sont opposées aux accords proposés aux créanciers. Et à l'époque, un accord de conciliation, aujourd'hui aussi, c'est un accord d'unanimité. Si vous avez 1 ou 2 ou 3 banques créanciers qui n'y vont pas dans cet accord, l'accord ne pourra pas aboutir. Donc, l'entreprise s'est retrouvée en sauvegarde. Et en sauvegarde, tous les créanciers ont été pris dans la sauvegarde, les fournisseurs et autres créanciers. Avec la sauvegarde financière accélérée, tout l'intérêt, c'est que lorsqu'une conciliation échoue à cause d'une minorité, on ouvre une sauvegarde financière accélérée, on crée un comité, le comité des financiers, et le comité, il va décider à la majorité et non plus à l'unanimité. Et à ce moment-là, cette procédure, elle est limitée en temps à 3 mois, et surtout, elle ne portera que sur les financiers. On ne les mettra pas les fournisseurs, ils continueront à être payés comme par le passé. On ne mettra pas non plus les créanciers fiscaux et sociaux. Ça veut dire que ce créancier à qui on va le menacer d'aller à la sauvegarde financière accélérée, il va peut-être réfléchir et dire ben finalement non, je rentre dans l'accord. Voilà l'explication. Merci Maurice. Et puis effectivement, pour répondre, pour compléter pour Gérard,
parfois le créancier qui peut être une petite banque, un petit découvert, il demande à ses collègues, finalement, il ne veut pas suivre. Et puis en poussant, en s'opposant, il se dit que ses collègues, les autres banquiers, vont peut-être prendre sa place et finalement apporter un peu d'argent pour qu'il puisse sortir. Et comme c'est toujours un jeu de bluff, le petit banquier peut se dire que l'entreprise, elle n'ira pas au redressement judiciaire. Elle a peur d'y aller. Elle ne veut pas rentrer dans une procédure collective. Donc, elle va se débrouiller autrement. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours un jeu de poker menteur. Et puis, chiche ou pas chiche. C'est le pouvoir de nuisance du minoritaire, du petit minoritaire qui veut sortir. Eric a parfaitement raison. C'est aussi après, je dirais, le rôle du conciliateur que d'arriver à trouver cet accord en forçant un petit peu d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est un jeu de construction aussi. Oui, et parfois, effectivement, le petit fournisseur ou le petit créancier, il est beaucoup plus redoutable Eh que oui, le gros, parce que le banquier qui a des encours très importants, il frémit, il a également peur, il ne veut pas qu'on l'emmène au redressement judiciaire. Mais le petit banquier qui est garanti par eh BPI, oui. qui a un petit découvert avec la caution du dirigeant, lui, il se dit, bon, je n'ai pas un gros concours, allez, j'y vais, chiche. Et puis, il essaye effectivement, avec ses moyens, de récupérer le plus rapidement possible sa créance. Alors, quand on n'est pas arrivé à obtenir cet accord, ou quand le chef d'entreprise, malheureusement, vient voir le président du tribunal un peu tardivement, c'est-à-dire lorsqu'il est bien en état de cessation des paiements, s'ouvre une procédure judiciaire. Je laisse donc la parole à Maître Poinsard, qui va évoquer le traitement cette fois-ci judiciaire, sachant que le traitement judiciaire, ce n'est pas non plus la fin de l'aventure et qu'il est tout à fait possible de cumuler plusieurs procédures, un mandat ad hoc, un accord, une conciliation, une modification de la conciliation, et puis ensuite une procédure de sauvegarde avec un échec ou pas et un redressement judiciaire avec un plan ou pas. C'est-à-dire qu'effectivement, les procédures aussi peuvent intervenir les unes après les autres dans un ordre assez organisé avec une certaine stratégie pour parvenir au redressement de l'entreprise lorsqu'elle a besoin parfois de beaucoup plus de temps que ne lui en laisse un plan classique de 10 ans. Oui, merci Eric. Effectivement, les procédures, on va parler des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, les procédures de faillite, comme dirait notre président de la République, celui qui a eu ce mot en mars pour dire qu'il ne laisserait aucune entreprise tomber dans le risque de la faillite. Il a encore remployé le mot hier soir. Alors, c'est dire à quel point nos hommes politiques ont une très peu de considération pour les outils de traitement des difficultés des entreprises, confondent la maladie, le malade, la mort, voilà. Ils utilisent ce terme infamant de la faillite. Faillir, c'est sale, c'est pas bien. Alors que la faillite n'existe plus dans le Code de commerce depuis plusieurs années, et ça, je me réfère à… Voilà, je sais qu'il y a des excellents professeurs qui utilisent de manière le droit de la faillite, mais c'est un terme générique, mais la procédure n'existe plus, en tout cas, depuis de nombreuses années. Et Maître Picard, qui me montre le livre de François-Xavier Lucas, le sait bien, effectivement, la procédure de faillite n'existe pas, elle n'existe que pour la faillite personnelle, pour la sanction du dirigeant. Donc, quand on emploie ce terme, je trouve que c'est assez dommage pour un président de la République. Il devrait dire plutôt on est à l'heure du rebond, de la sauvegarde, voilà, de beaucoup de choses. Oui, pas de polémique politique, Olivier. Mais c'est vrai. Non, mais ce n'est pas une polémique, c'est un fait malheureux. Et ce n'est pas le fait du président. C'est plus largement, c'est le fait de la société qui considère très largement que faillir, c'est pas bien, qu'on peut avoir toutes les maladies du monde. Quand quelqu'un a un cancer, on va lui dire est-ce que je peux t'aider? Quand la personne est en redressement judiciaire, on lui balance des pierres. J'exagère à peine, mais c'est un peu ça, la mentalité, et je prenais le président de la République parce que c'est l'exemple, mais c'est fondamentalement la société qui a du mal avec ces procédures, et c'est pour ça que vous, conseils, vous, avocats, et plus largement le milieu économique, a un vrai rôle à jouer de pédagogie. Alors, on en parlait pour les procédures amiables, c'est une évidence puisque personne ne les connaît, les chefs d'entreprise ne connaissent pas ces procédures. Et les procédures de sauvegarde et de redressement, principalement, les gens les connaissent un peu plus, mais en mal, alors que ça peut être parfois de bonnes solutions quand malheureusement on ne peut pas traiter en amont les difficultés. Alors, je vais parler indistinctement dans mon propos de la sauvegarde et du redressement judiciaire. Globalement, les effets sont les mêmes. Il n'y a plus beaucoup de différences entre les deux. Il y a deux différences principales que je vais évoquer maintenant pour les évacuer. La première différence, c'est que lorsqu'on est en procédure de sauvegarde, le dirigeant caution bénéficiera des délais du plan, puisque normalement, l'objectif d'une procédure de sauvegarde ou d'un redressement, c'est a priori d'aboutir à un plan de sauvegarde ou de redressement. Et dans cette hypothèse de sauvegarde, le dirigeant caution personne physique bénéficiera des délais du plan. Et donc, tant que le plan sera respecté, on ne pourra pas l'exécuter dans son engagement de caution. Donc ça, c'est souvent un élément
très important, une carotte qui a été offerte en 2005 aux chefs d'entreprise pour l'inciter à traiter en amont ces difficultés. La différence majeure aussi, c'est que l'AGS, dont on a parlé tout à l'heure, et je vais l'évoquer, ne peut intervenir, sauf exception, en sauvegarde, intervient principalement en redressement judiciaire. Et souvent, j'allais dire, le curseur, c'est un peu celui-là. Le débat parfois que l'on a quand on doit conseiller un chef d'entreprise entre sauvegarde et redressement, effectivement, normalement, le critère, c'est l'état de cessation des paiements. Comme M. Tel disait tout à l'heure, en théorie, en sauvegarde, il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Et en théorie, en redressement judiciaire, on est en état de cessation des paiements. Ça, c'est en théorie. En pratique, c'est vrai que la frontière est parfois floue, puisque l'état de cessation des paiements, comme c'est une notion de trésorerie, c'est une notion fluctuante. On peut y être le lundi, puis y être le mardi, à nouveau le mercredi. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et parfois, il est parfois difficile pour le chef d'entreprise de savoir où aller. Et là, vous, avocat, vous avez un vrai rôle à jouer de conseil, parce que parfois, le chef d'entreprise va à tout prix sauver sa caution. Et il est bien légitime, évidemment, puisque la caution, c'est les enjeux familiaux, c'est la maison, enfin, c'est tout l'environnement psychologique qui fait qu'on est attaché à préserver son chez-soi, et c'est bien normal. Mais quand une entreprise a des salariés, c'est difficile parfois de jouer les deux lièvres à la fois. Et j'ai eu malheureusement 2 expériences de sauvegarde qui avaient été ouvertes, alors qu'à mon avis, si on n'était pas en état de cessation des paiements, en tout cas, on n'était pas loin. Et le redressement judiciaire aurait permis de faire l'avance des salaires, je vais y revenir, et d'avoir le fonds de roulement pendant la période d'observation qui a manqué à ces procédures de sauvegarde. Et malheureusement, ces sauvegardes ont été converties en liquidation judiciaire, de sorte que le dirigeant il a perdu à la fois son entreprise et son engagement de caution, puisqu'il a été exécuté en liquidation judiciaire. Donc, prudence sur ce choix-là. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez aussi de bien prévenir sur les avantages et les inconvénients de ces 2 procédures. Alors, j'en reparlerai tout à l'heure, mais globalement, l'effet majeur du redressement judiciaire comme de la sauvegarde, il y en a 2, c'est le gel du passif et l'arrêt des poursuites. Il y en a d'autres aussi, mais ce sont les 2 effets principaux. Alors, c'est vrai que c'est des effets qui sont pour le coup à l'égard de tous. On parlait tout à l'heure de la conciliation, on peut arrêter les poursuites à l'égard d'un créancier. Là, c'est à l'égard de tout le monde, sans distinction. On parle des cas généraux. Donc, c'est vrai que c'est un élément majeur, c'est-à-dire que l'entreprise se met sous la protection du tribunal, comme on dit, et est à l'abri des poursuites et son passif est gelé. Donc, à l'ouverture de cette procédure, je reviendrai après sur la préparation, mais le schéma est le suivant. Il y a une première période d'observation de 6 mois qui s'ouvre, renouvelable une fois, exceptionnellement encore 6 mois supplémentaires, mais on va rester sur le schéma général. Donc, globalement, pendant 12 mois, l'entreprise est sous la protection du tribunal, n'a pas à payer ses dettes d'avant, ne doit payer que le courant. Et donc, c'est ce qu'on appelle une période d'observation au cours de laquelle le tribunal, le mandataire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il est désigné, observent l'entreprise pour voir si l'entreprise est toujours en convalescence, perd encore de l'argent ou pas, comment c'était l'équilibre, comment s'en gagner, on gagne suffisamment ou pas. Voilà. C'est vraiment, on est dans une situation entre guillemets idéale et artificielle où il n'y a plus de dette, il n'y a que le courant et on voit ce que donne l'exploitation. Ce qui permet, pendant cette période, éventuellement, notamment en redressement judiciaire, comme me disait mon confrère tout à l'heure, d'éventuellement pouvoir prendre des mesures de restructuration sociale s'il y a besoin. Voilà, il y a tout un tas de choses, tout un tas de mesures qui peuvent être mises en place à ce moment-là. Mais retenez ce schéma-là. Avant d'aller dans cette procédure, je voudrais juste rappeler quelques éléments sur la préparation du dossier parce que c'est très important. Ce sont des très bons outils, mais il faut savoir bien les utiliser. Alors parfois, vous n'avez pas le choix. Quand le dirigeant a été assigné par l'URSSAF et l'ouverture est faite, la préparation et la stratégie, il n'y en a pas. Mais on part de l'hypothèse où vous avez un client qui vient de vous consulter pour choisir la procédure, il faut anticiper. Donc si on prend le cas, par exemple, du redressement judiciaire, il y a une vraie stratégie. La stratégie, d'abord, c'est de déterminer qui on va payer et qui on ne va pas payer. Alors, je sais que c'est politiquement incorrect de le dire, mais c'est le cas. Il faut préparer la procédure. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de payer les parts patronales de l'URSSAF quand vous allez déposer 2 mois après. Ça n'a aucun sens. On parle des parts patronales, pas des salariés, mais des patronales. Ça ne sert strictement à rien. Il faut au contraire concentrer le cash sur les fournisseurs stratégiques, ceux que vous ne voulez pas planter à l'ouverture de la procédure. Parce que comme vous l'avez compris, comme il y a un gel des dettes, si le fournisseur n'est pas payé, ça va être plus compliqué de travailler avec lui après. En tout cas, à minima, il faudra payer au cul du camion. Donc, voilà, ça peut générer des tensions de trésorerie. Si vous avez payé les fournisseurs stratégiques avant, c'est plus facile. Donc, il faut concentrer le cash aux endroits qu'il faut. Une autre erreur majeure qui est faite lorsque vous avez demandé un redressement judiciaire, et j'ai malheureusement le cas 9 fois sur 10, le dirigeant à l'ouverture de la procédure me dit « Maître, vous inquiétez pas, rassurez-vous, j'ai payé mes salariés. » Et on leur dit à chaque fois « Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il ne fallait pas faire. » Il ne faut pas payer ses salariés.
Alors, je sais que c'est très compliqué à faire comprendre aux chefs d'entreprise. Vous allez dire, mais vous vous rendez compte, je ne vais pas payer la Gisèle. Si la Gisèle n'est pas payée, elle ne va plus pouvoir travailler. Oui, mais il faut l'expliquer. Et ça, vous avez un rôle à jouer d'avocat pour expliquer ce que c'est. Pourquoi on ne paye pas les salariés? Pourquoi on ne les paye pas? Parce que justement, la GES intervient. Alors, il faut être intelligent. Si vous ne les payez pas pendant 6 mois, vous aurez des problèmes. Ce dont on parle là, au cas particulier, c'est le mois de salaire en cours. Donc, il faut être stratégique. Quand vous déposez le bilan pour un redressement judiciaire, il faut ouvrir en début de mois. Pourquoi en début de mois? Parce que vous aurez comme ça le mois complet précédent de salaire qui sera avancé par la GS. Et pour que l'avance soit faite, c'est à vous, avocat, de vérifier que le dossier soit prêt. C'est bête à dire, mais la plupart des dossiers, souvent, ne sont pas prêts quand c'est déposé. Les feuilles de paye, par exemple, vous devez vous assurer qu'elles sont faites. Souvent, les cabinets comptables n'est pas payé. Bon, ben ça, c'est votre rôle de dire au chef d'entreprise, payez le cabinet comptable, avant l'ouverture, évidemment, payez le cabinet comptable pour qu'il fasse les feuilles de paye. Si les feuilles de paye ne sont pas faites, on ne peut pas faire la demande d'avance. C'est bête, mais très souvent, on ne l'a pas. Les feuilles de paye doivent être faites. On doit avoir les statuts. On doit avoir les contrats de travail, des contrats qui ne sont pas des CDI. C'est tout un dossier juridique qu'il faut constituer. Le CABIS, la liste des salariés au format Excel, tout ce que vous pourrez faire pour gagner du temps à l'ouverture de la procédure, puisqu'à l'ouverture de la procédure, il y a un mandataire judiciaire qui est désigné et un administrateur judiciaire obligatoire au-delà de 20 salariés ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le mandataire judiciaire qui devra faire l'avance des salaires. Et pour qu'il fasse la demande d'avance, il a besoin de ces éléments. S'il n'a pas ces éléments, il ne pourra pas le faire. Et le plus tôt il aura les éléments, le plus tôt il pourra faire les avances. Quand on a tous les éléments le jour même, le lendemain ou le surlendemain, la demande est envoyée à la GS, les fonds, on les a 2 jours après. Donc, les salariés, ils ont un retard de 4-5 jours de salaire. Donc, quand c'est expliqué, quand le chef d'entreprise peut l'expliquer à ses salariés qu'au besoin, le mandataire ou l'administrateur judiciaire ou les deux vont sur place dans l'entreprise pour expliquer comment ça va se passer, comment ils vont être payés, sous quel délai, ben déjà vous rassurez. Et mine de rien, quand vous êtes des entreprises significatives, quand vous demandez 1 mois de salaire de trésorerie, donc que vous n'avez pas dépensé, que vous pourrez concentrer pour le financement de la période d'observation et notamment payer au cul du camion sur les fournisseurs, etc., ce n'est pas neutre. Et vous avez aussi des entreprises où on vise l'ouverture, par exemple, début août. Dans certains tribunaux, on peut avoir des audiences exceptionnelles début août. Et l'AGS, vous savez, avance non seulement toutes les sommes qui sont dues aux salariés avant l'ouverture, donc principalement les salaires, mais ça peut être aussi des contentieux prud'homaux, etc., mais avance aussi tous les congés payés acquis avant l'ouverture et qui sont pris après. Donc, par exemple, quand vous déposez début août, vous avez à la fois le mois de juillet de salaire qui est payé, et souvent l'entreprise ferme au mois d'août pendant 3-4 semaines, et bien vous avez 3-4 semaines de congés payés qui sont avancés par la GS. Donc, vous avez en gros 2 mois de salaire d'avancée. Donc, sur des entreprises significatives, avec pas mal de salariés, ça représente des sommes très importantes. Mais si l'outil est mal utilisé, si l'entreprise a payé ses salariés avant de déposer, ben vous avez raté un effet de levier. Et vous pourrez prendre 2 entreprises, même marché, même nombre de salariés, même activité, une entreprise qui a préparé son dossier, une entreprise qui ne l'a pas préparé, ben vous verrez que celle qui ne l'a pas préparé, elle a 9 chances sur 10 de se casser la figure parce qu'il lui manquera la trésorerie pour financer la période d'observation. Et même si on a le meilleur mandataire du monde et le meilleur administrateur judiciaire du monde et le meilleur tribunal du monde et le meilleur avocat du monde, vous n'avez pas la trésorerie, vous n'avez pas la trésorerie. Voilà. Et donc ça, c'est très important. La préparation du dossier. Et ça, c'est vous le chef d'orchestre avocat. C'est vous qui devez dire l'expert comptable ce qu'il doit faire, le chef d'entreprise ce qu'il doit faire, le DAF ce qu'il doit faire. Vous devez vraiment être au centre de tout ça. Et le dossier, il se prépare. C'est un bon outil, mais il faut bien l'utiliser, c'est comme tout. Bon. J'ai trop parlé déjà sur la préparation du dossier, mais c'est important parce que c'est là où vous avez un rôle à jouer. Oui. Monsieur le Président veut dire un mot. Oui, non, je voulais juste intervenir. Tout ce qui est dit est très juste. Un redressement, pour qu'il réussisse, il faut le préparer. Et je dirais que ce qui est important aussi, c'est le côté psychologique et l'état mental du dirigeant. Si le dirigeant a toujours un temps de retard, est en train de se battre contre les créanciers, les huissiers, et il arrive à bout de souffle en redressement judiciaire, malheureusement, il n'a pas le temps de reprendre vie, etc. Donc, l'accès psychologique, la position psychologique du dirigeant, elle est essentielle. Le dirigeant qui est allé voir le président du tribunal de commerce, on se bat pour avoir des rendez-vous, encourager vos clients à venir voir le président du tribunal de commerce. On est là pour ça. Analyser la situation, lui décrire les outils de prévention,
lui expliquer effectivement les positionnements par rapport au redressement, à la sauvegarde. Nous, on est là-dedans tous les jours, mais les dirigeants ne connaissent pas globalement ces procédures et les techniques aussi. Ce que vous avez dit est très juste. Et donc, si ce n'est pas préparé en amont, si déjà on n'a pas réfléchi aussi à la restructuration quelque part, à la limitation des coûts, à la réduction des coûts, à cette stratégie, parce que ça va très vite après, hein. On rentre en redressement, on a une première période de 2 mois, on revoit les entreprises au bout de 2 mois, et le plan, si plan il y a, eh bien, il faut le présenter au bout de 7 mois. Puisqu'après, avec le délai de consultation des créanciers, l'homologation, alors certes, il y a toujours une période pour certaines entreprises de 6 mois supplémentaires, mais les 6 mois supplémentaires, ils sont utilisés parce que le rebond, on le sent, on arrive à l'équilibre, mais on a besoin encore de 6 mois supplémentaires pour confirmer ce redressement. Donc, je trouve que cet élément psychologique, il est fondamental. Si un chef d'entreprise arrive en redressement à bout de souffle et complètement démoralisé et fatigué, ça va être compliqué de le remobiliser dans cette période qui n'est pas facile en plus. Merci, Monsieur le Président. Je repasse la parole à Maître Poinsart en insistant simplement sur un point. Parce que ce qu'a dit Maître Poinsart, c'est aussi valable en mandat ad hoc et en conciliation, c'est le problème de la gestion du cash. La gestion du cash, la gestion de la trésorerie, c'est une matière qui n'est pas très utilisée dans les entreprises. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes de la gestion du cash. La gestion de la trésorerie, la gestion du cash, c'est comme la gestion de l'oxygène dans le corps humain. Quand vous n'avez pas beaucoup d'oxygène, il faut concentrer l'oxygène sur les organes vitaux. Eh bien, le cash, c'est pareil. Nous autres avocats, quand on intervient dans des mandats ad hoc et des conciliations, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre ou pas les soupapes, comme dans une rizière, pour faire passer le cash là où on en a besoin. C'est-à-dire qu'on va arbitrer la gestion du cash. On va apporter avec notre expertise la manière de gérer le cash. La manière de gérer le cash, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Outre le fait de savoir quel fournisseur on paye par rapport à tel autre, au niveau de la stratégie, par rapport à l'État, par rapport à des fournisseurs essentiels, c'est par exemple, vous êtes propriétaire, votre client est propriétaire d'une SCI qui paye des loyers, et il lui paye des loyers très importants parce que la SCI a elle-même des emprunts bancaires. Si vous déposez le bilan de la SCI, vous n'aurez plus de prêts bancaires à payer pendant toute la période d'observation, 12 mois. Et puis ensuite, vous allez faire un plan sur 10 ans avec une année de franchise. C'est-à-dire que quasiment pendant 2 ans, votre SCI ne paiera plus aucun emprunt à la banque. Ça veut donc dire que pendant ces 2 ans, le bailleur, donc la SCI, peut très bien accorder une baisse temporaire de loyer à la société d'exploitation et de cette façon, votre société d'exploitation, la société elle-même, ne sera plus terrassée par ses charges locatives, va avoir un ballon d'oxygène, un ballon de trésorerie, parce qu'elle aura plus ses gros loyers à payer et vous allez orienter la trésorerie là où vous en avez besoin, le paiement d'un fournisseur, un licenciement à financer, etc. Donc, c'est extrêmement important. Puis le deuxième point, c'est l'état d'esprit de la procédure collective. Pendant très longtemps, on a fustigé le failli. Aujourd'hui, le virus, la grippe peut toucher les riches et les pauvres. Les riches sont autant touchés que les pauvres par le virus. Eh bien, les entreprises en difficulté, avant, ça ne touchait, soi-disant, que les pauvres, que ceux qui géraient mal leur entreprise, cette vieille image d'Épinal. Eh bien, la crise a montré, la crise financière de 2007-2008 et puis la crise aujourd'hui, que même les entreprises riches, même les riches, peuvent être touchés par les difficultés. Ça veut dire que même les riches peuvent avoir à traiter des difficultés parce que c'est comme la vie, c'est comme un être humain. Parfois, on est en bonne santé, puis parfois, on est malade et la maladie, ce n'est pas une faute. On peut se soigner, il faut se soigner. Eh bien, les difficultés des entreprises, c'est pareil. On a des très bons rebonds, on a des entreprises extraordinaires qui ont été confrontées à des difficultés incroyables et grâce à la conviction, grâce aux efforts du chef d'entreprise, ces entreprises se sont remontées et l'entreprise a rebondi et ce sont aujourd'hui, peut-être pas des licornes, mais des entreprises extrêmement performantes.
Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que l'on est confronté à une difficulté passagère que la vie est terminée et qu'on ne peut pas s'en sortir. On sait d'ailleurs parfois qu'on peut très bien mourir d'une mauvaise grippe et puis, entre guillemets, être sauvé d'un mauvais cancer. Eh bien, les entreprises en difficulté, c'est pareil. Et cette image doit cesser. Elle cesse peu à peu dans les états d'esprit. Et puis, il n'y a pas de… tout est possible et on peut bien évidemment sauver des entreprises lorsqu'elles sont en difficulté. Messieurs, je fais juste une rapide intervention avec mon rôle de gardien de l'heure. Oui. Il est 18h30, donc c'est passionnant et donc malheureusement on ne pourra pas rester toute la soirée. Mais voilà. Il reste combien de temps? On avait prévu jusqu'à 19h. Pareil que tous nos auditeurs n'hésitent pas à poser des questions par écrit via le canal de questions de Zoom. Voilà, n'hésitez pas. Alors, je vais aller assez vite donc, sur la sauvegarde et le redressement judiciaire, puisque j'ai dit le principal sur les effets. Simplement pour rebondir sur ce que disait Eric, qui aurait pensé un jour que Casino, la holding de Casino allait avoir des difficultés, allait demander une sauvegarde, Rallye. Voilà, bon, typiquement, c'est ça. La grande distribution en France était intouchable. Toutes les entreprises aujourd'hui auront des défaillances, auront des défaillances un jour. C'est la vie des entreprises. Donc, c'est pas une maladie honteuse. Donc ensuite, une fois qu'on a évoqué donc la durée de la procédure, juste un point dont mon confrère parlait tout à l'heure, c'est sur les restructurations sociales en redressement judiciaire. L'AGS donc intervenait, vous l'avez compris, à l'ouverture pour les salaires et les sommes dues avant l'ouverture, peut aussi intervenir pour financer les licenciements. Donc l'AGS ne finance pas les salaires pendant la période d'observation, mais peut financer les indemnités de rupture, c'est-à-dire l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis quand le préavis n'est pas effectué et l'indemnité compensatrice de congés payés. Ça peut représenter des sommes très significatives. Et ce qui est très important surtout à retenir pour vous, avocats, et à conseiller à l'expert comptable dans le cadre du plan qui va être fait pour la gestion du cash qu'on parlait tout à l'heure, c'est que autant les sommes qui sont avancées au titre des salaires et des congés payés, c'est des sommes qui relèvent de ce qu'on appelle le super privilège et qui normalement doivent être payées à l'arrêté du plan, sauf accord avec l'AGS qui peut accorder des accords hors plan, des délais hors plan, jusqu'à 36 mois actuellement, mais c'est hors plan. Autant les sommes qui sont dues au titre des indemnités de rupture, ce sont des sommes qui rentrent, c'est un déclassement légal, puisque normalement la date de naissance de ces créances, c'est la rupture après l'ouverture de la procédure, mais il y a un déclassement légal qui fait que ce sont comme si des dettes antérieures et qui seront payées dans le cadre du plan. Donc, c'est-à-dire que la restructuration sociale, c'est du crédit gratuit payable sur 10 ans, plus la franchise d'un an, donc sur 11 ans de délai. Donc, ce n'est pas neutre dans les prévisions de trésorerie. Là aussi, vous avez un rôle à jouer en tant qu'avocat pour aider dans les prévisionnels de trésorerie à savoir quand on va rembourser ces sommes. Et là, c'est un élément extrêmement important quand il y a des restructurations sociales à faire sur les paiements. J'en arrive donc effectivement sur la période d'observation, les documents dont on a besoin. C'est un peu comme pour le mandat doc et la conciliation. On a besoin de documentation financière fiable. Donc, documentation financière fiable, c'est quoi? Pour chaque audience, c'est une situation intermédiaire depuis l'ouverture ou depuis le dernier bilan. C'est une situation de trésorerie pour savoir s'il y a de la trésorerie, s'il n'y en a pas. Et c'est aussi un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie. J'insiste bien sur les deux, à la fois l'exploitation et la trésorerie, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et sur les prévisionnels d'exploitation, s'il vous plaît, faites auprès des experts comptables, prenez votre bâton de pèlerin pour qu'on ait bien la ligne sur la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la capacité à générer de la trésorerie. C'est la ligne, pas la plus importante, mais en tout cas qui nous sert à déterminer si ça va pouvoir aller plus loin ou pas. Donc celle-là, si on peut l'avoir en gros, souligné, 14, tout ce qu'il faut, pour qu'on puisse bien avoir cette ligne-là. Parfois, on a du mal à la trouver parce qu'il y a souvent 52 pages et nous, on n'est pas expert comptable, mais une page nous suffit. C'est très bien. Et avec dessus ça. Donc là, vous avez aussi un rôle à jouer de pédagogie pour que la documentation soit la plus raisonnable possible et qu'on puisse l'avoir. Il y a Monsieur le Président qui veut dire un petit mot. Je vais dans le même sens. Ce qui est important, et on voit trop d'échecs de redressement parce qu'il n'y a plus d'experts comptables. Et ça va dans le sens où on disait que ça se prépare un redressement judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir avec son expert comptable qui suive l'entreprise post-RJ, post-ouverture, pardon, parce qu'avoir un chef d'entreprise avec des comptes bloqués, plus d'experts comptables, pas de prévisionnel, alors le temps d'en retrouver un, pas de prévisionnel, c'est dramatique. On a perdu 3-4 mois, donc ça se prépare.
Et donc, le rôle de chacun, l'avocat spécialiste, c'est aussi de conseiller son client, d'emmener dans l'aventure l'expert comptable. Oui. Donc, quand on a toute cette documentation financière, que tout va bien, on prend l'hypothèse favorable, qu'on a une capacité d'autofinance suffisante, qu'on a démontré que le modèle économique était retourné ou en tout cas allait beaucoup mieux, l'aboutissement, c'est le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Aujourd'hui, c'est sur une durée maximum de 10 ans en matière commerciale et 15 ans en matière agricole. Et donc là, je viens sur un petit point d'actualité lié aux ordonnances Covid, puisque les ordonnances de mars et de mai ont prévu, une fois que le plan est arrêté, des possibilités de prolongation judiciaire des plans. Alors là, je vous invite à aller voir, il y a sur le site internet, je ne fais pas de la publicité, mais il y a au moins l'avantage d'avoir pas mal d'infos, c'est sur le site de l'IFPPC. Vous avez dessus un certain nombre de documentation, notamment vous aurez le tableau qui a été fait, qui est pas mal fait. Il y a aussi de vos confrères, Charles Cros à Lyon, qui a fait des choses pas mal aussi. Vous pouvez aller le voir aussi sur LinkedIn. Et, parce que c'est absolument incompréhensible ce qu'ils ont fait. Dans les ordonnances, il faut avoir fait Bac+12 et encore pour arriver à comprendre ce qui a été fait. Mais les tableaux sont à peu près bien faits et on arrive à comprendre. Je vais rapidement, très simple, pour vous dire qu'en réalité, d'après ce qu'on a compris des textes, parce que les circulaires en plus contredisent les ordonnances, mais d'après ce qu'on a compris des textes, on peut cumuler les dispositifs de sorte qu'on pourrait obtenir jusqu'à 3 ans de prolongation. Je fais simple, il y a 3 mois de prolongation de plein droit. Ça, quoi qu'il arrive, il n'y a rien à faire, il y a 3 mois de prolongation de plein droit. Nous, on considère que c'est la date anniversaire du plan qui est décalée de 3 mois. C'est ce qu'on a considéré, a priori, c'est ce qui est le plus communément admis. Et on peut obtenir jusqu'à 3 mois supplémentaires, semble-t-il, hors modification substantielle. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ça. Après, à l'intérieur de ces prolongations judiciaires, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Il y a un texte très important sur l'arrêté des plans, c'est l'article 626-18 du Code de commerce qui prévoit la manière dont on traite les plans. Normalement, les plans, on doit prévoir des délais uniformes de paiement, on doit prévoir un paiement au plus tard 1 an à l'arrêté du plan et on doit prévoir 5%, sauf en matière agricole, Eh bien, les ordonnances Covid disent que dans le cadre des prolongations judiciaires, on peut déroger à 626-18. Ça veut donc dire qu'on peut déroger au délai uniforme de paiement, ça veut dire qu'on peut déroger au paiement 1 an à l'arrêté du plan et ça veut dire qu'on peut déroger à l'arrêt des 5%. En clair, ça veut dire qu'on peut obtenir, selon moi, des années de franchise, des années blanches. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après l'appréciation du tribunal, bien évidemment, mais on pourrait demander ça. Et surtout, moi, ce qui est très important, alors je ne l'ai pas encore vu, mais on verra peut-être que ça se fera, j'aimerais bien le voir, surtout le fait de pouvoir déroger à la règle de délai uniforme des paiements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, on pourrait dire « je veux payer Pierre et pas Paul ». Et je veux payer Pierre pendant 2 ans, et puis après, je paierai Paul. Alors, à mon avis, c'est casse-gueule, je ne le conseille pas, mais un avocat, moi, à la rigueur, je serai avocat, je le ferai. Je dirais par exemple, tiens, la banque pour laquelle le dirigeant est caution, ben, je continuerai à payer la banque et puis pas les autres. Bon. Voilà. Moi, je pense que c'est casse-gueule, mais il y a des choses à tenter là-dessus. Maître Setet. Oui, imaginons par exemple une entreprise qui ait bénéficié d'une remise conséquente de la part d'un créancier, à condition qu'elle paye sa dette sur 4 ou 5 ans. Et que pour conserver cette remise, pour être sûr qu'elle ne soit pas abandonnée, on pourrait imaginer faire une modification en disant on continue à payer ce créancier-là qui nous a fait une remise de 60% en contrepartie d'un paiement du solde s'aggravant sur 4 ans, par exemple. Et puis, pour tous les autres créanciers, effectivement, on demande une prorogation de 1 an ou de 2 ans. Et donc, on va consacrer, parce qu'il y a un intérêt pour l'entreprise. Ce n'est pas simplement, on n'avantage pas un créancier au détriment d'un autre. On l'avantage parce que l'entreprise a un intérêt à payer ce créancier dans le délai qui avait été convenu pour continuer à avoir la fameuse remise de la créance qui n'est acquise que lorsque la totalité du paiement est effectuée. Donc là, c'est par exemple un exemple dans lequel on pourrait effectivement déroger au sacro-saint principe de l'égalité des créanciers. Tout à fait. Alors, je pense que vous, avocat, vous avez un champ énorme. Alors, en théorie, ces dispositions, alors sur les délais, parce que les prolongations, c'est 2 ans et 1 an. Les 2 ans, c'est applicable jusqu'au 31 décembre et les 1 an, c'était jusqu'en février. Il y a un amendement qui est en cours d'examen qui va repousser la validité de l'ordonnance du 20 mai jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, a priori, alors ce n'est pas voté, donc tant que ce n'est pas voté, voilà. Mais si c'est voté, ça veut dire que ça repousserait jusqu'au 31 décembre 2021. Avec la difficulté, c'est que dans l'amendement tel qu'il est rédigé,
il ne prévoit la prolongation des effets que pour l'ordonnance du 20 mai et pas celle de mars. Or, celle du 20 mai renvoie aussi à celle de mars. Donc, s'il ne prolonge que celle du 20 mai, pas celle de mars, on va rigoler. Mais ça sera aussi votre boulot de juriste de gratter un peu tout ça. Mais bon, retenez, moi je pense que par prudence, il faut retenir l'idée que c'est 31 décembre. Pour saisir le tribunal, alors on ne sait pas d'ailleurs, le texte dit 31 décembre, on ne sait pas si c'est la saisine du tribunal avant le 31 décembre ou si c'est le jugement avant le 31 décembre. Moi, je vous invite dans le doute à considérer que c'est le jugement par prudence et par précaution, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des entreprises, des clients qui sont aujourd'hui en plan, il faut saisir dans les jours qui viennent les tribunaux, parce que les tribunaux, il faut quand même le temps qu'ils s'organisent, il va y avoir des jugements à rédiger. Si vous avez 50, 100 ou 200 plans qui arrivent devant une juridiction avec des jugements à rendre, va falloir les organiser. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire le plus tôt possible pour ne pas mettre les juridictions au dernier moment, le 29 décembre, avec ce truc-là. Ouais. Monsieur le Président qui veut dire un mot sur l'organisation. C'est au plan qui saisit. Je voudrais intervenir. Alors, c'est sûr que ces délais sont là et très bien pour les entreprises. Du point de vue du tribunal, donc c'est une requête, c'est encore des erreurs qui sont faites, c'est une requête auprès du tribunal, hein, ce n'est pas le président qui va accorder les 1 an et les 2 ans, il y a encore des confusions actuellement. Les 5 mois, oui, c'était le président, puisqu'il y a les 5 mois supplémentaires, mais là, en l'occurrence, c'est le tribunal. Alors, on en a discuté, peut-être que les tribunaux de commerce ont des positionnements différents par rapport aux documents qui sont demandés, par rapport aux justificatifs. Je veux dire, ce n'est pas de droit. Hein. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas de droit. Donc, il y a l'appréciation du tribunal sur les délais demandés. D'ailleurs, alors il y a de plus en plus de délais de 3 ans accumulés qui sont demandés. Ceci dit, le tribunal est là aussi pour vérifier. C'est une question, c'est une position, si effectivement cette demande est justifiée par rapport au tableau de bord, par rapport à la baisse du chiffre d'affaires dû au Covid. On a toujours on en reparlera pour la session aux dirigeants, il faut éviter les effets d'aubaine. Voilà, le tribunal a une position très, très ferme là-dessus. OK pour les délais, OK pour sauver les entreprises, mais il faut quand même une démonstration, quelque part, de l'effet Covid. Alors, dans 3/4 des temps, des cas, ce n'est pas compliqué de le démontrer, mais il faut quand même amener aussi des documents comptables. Et puis, je dois préciser que sur les délais, alors certes, il y a un jeu pour essayer de maximiser tout ça. Il ne faut pas oublier que les années blanches, ça peut être dangereux quand même. Voilà, est-ce qu'il est bon de conseiller les années blanches? Et ça, c'est au cas par cas. Et ça, c'est le conseil qui va effectivement étudier la situation de l'entreprise. Je ne sais pas s'il vaut mieux pas payer un peu, peut-être moins et un peu plus après. Enfin, on est toujours dans ce questionnement du plan et de la progressivité. Enfin, voilà, ce qu'il faut penser, c'est aussi le bout du bout. Hein. C'est bien de gagner du temps, mais c'est bien aussi de viser la sortie du plan. Et également, pensons aux créanciers aussi quand même, quelque part. Hein, c'est bien joli de demander 3 ans. Derrière, vous avez des créanciers qui sont payés au bout du banc. Donc, tout ça est une question d'équilibre, de bon sens, et le tribunal appréciera. Alors, sur l'organisation, effectivement, nous, on ne joue pas sur effectivement les textes. Nous, on considère que c'est le jugement qui devra être rendu avant le 31 décembre. Et donc, pour ceci, à Dijon, on a décidé de créer une audience spéciale en fonction du nombre de dossiers, 1, 2 ou 3, mais des audiences spéciales pour traiter les dossiers. Merci, Monsieur le Président. Maître Picard, vous avez… Donc, oui, quelques mots sur la modification des plans, parce que c'est un sujet ô combien important, ne serait-ce que par rapport au délai que vous avez rappelé, fort bien rappelé à l'instant, aussi bien Maître Poinçard que Monsieur le Président. J'ajouterais juste ceci. D'abord, si le tribunal peut, déjà, et pas doit, il peut. Donc, il a un pouvoir d'appréciation souverain. D'autre part, qui présente la demande? Ce n'est pas le dirigeant, c'est le commissaire au plan. Puisque lorsqu'un plan est arrêté, le tribunal désigne un commissaire à l'exécution du plan, qui est soit le mandataire judiciaire précédemment en exercice, soit l'administrateur. C'est donc le commissaire à l'exécution du plan qui va présenter au tribunal la demande de modification. C'est lui qui en prend la responsabilité. Et c'est lui, et je l'ai vécu récemment sur un dossier sensible, c'était sur Annecy, où j'ai présenté un dossier en justifiant
qu'en raison de la situation et des effets Covid, l'entreprise avait perdu une part importante de son activité, perdu donc de la marge, perdu effectivement du cash en trésorerie, qu'elle ne serait pas en mesure de pouvoir exécuter normalement son plan. J'ajoute que les entreprises qui ont sollicité des PGE et qui les ont obtenus, c'est arrivé dans ces cas-là, les banques qui accordaient les PGE ont mis comme condition que l'exécution du plan soit neutralisée pendant au moins une année. Donc, il y a un juste équilibre. Et je pense que la solution c'est le juste équilibre. Ce n'est pas dire on va mettre 2 ans ou 3 ans, c'est un juste équilibre pour respecter effectivement une certaine égalité, pour ne pas défavoriser non plus les créanciers, parce qu'il pourrait y avoir des recours. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. C'est tout. Merci Maurice. Alors effectivement, tu le disais, cette requête, l'avocat, le rôle de l'avocat, c'est de préparer cette demande de prolongation. Il va donc écrire au commissaire l'exécution du plan. Les textes sont quand même très compliqués, il faut qu'il soit très clair dans ses demandes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut qu'il indique clairement que le dividende annuel qui tombait le 15 mars sera prorogé de 3 mois. Voilà, donc il faut qu'il indique quelle est la nouvelle date anniversaire du dividende. Ça, c'est les fameux 3 mois de plein droit. Une fois qu'on a les 3 mois de plein droit, qu'il faut quand même rappeler, même si c'est de plein droit, il faut quand même le dire, effectivement, on va caler 1 an, 2 ans, voire plus. Alors, les tribunaux, effectivement, j'ai des décisions qui sont arrivées. Le tribunal, effectivement, premièrement, va demander quelle est l'incidence concrète de l'apparition du Covid sur le business de l'entreprise. Ce qui veut donc dire que l'entreprise va devoir présenter des éléments comptables pour expliquer une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de résultats sur la période de Covid, depuis l'apparition du Covid. Ça, c'est un élément comptable indispensable. Il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, effectivement, 1 an, 2 ans. Alors bon, j'avais demandé, dans le premier dossier que j'ai eu, j'avais demandé 2 ans et 3 mois, 2 ans de franchise. Et le tribunal m'a dit, oui, mais alors, 2 ans, mais l'année prochaine, comment ça va se passer? J'ai dit, l'année prochaine, j'en sais rien, on ne sait déjà pas comment va se terminer la fin de l'année. La loi a prévu effectivement 2 ans. C'est comme ça parce qu'effectivement, on est affecté par le Covid pour telle ou telle raison. Bon. Mais le tribunal voulait éviter l'effet d'aubaine. Et le tribunal m'a dit, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on vous accorde déjà 1 an et 3 mois, puis vous reviendriez si vous avez un nouveau besoin? Alors, j'ai dit au tribunal, oui, mais le problème, c'est que ça se termine le 31 décembre, avant l'amendement qui va certainement être voté, ce qui veut dire que je ne pourrai pas revenir l'année prochaine si j'ai encore besoin d'1 mois supplémentaire. Donc, finalement, le tribunal m'a accordé 1 an et 3 mois, et je n'ai pas eu les 2 ans et 3 mois de franchise, puisqu'effectivement, c'est important, comme le disait le président Prince, sachant que peut-être qu'effectivement, avec les amendements qui seront votés, il y aura effectivement peut-être une nouvelle prorogation jusqu'au 31 décembre 2020, puisque c'était lié à la transposition de la directive insolvabilité. Alors, on arrive à la fin de nos travaux. Un point pour vous dire, mais on l'avait déjà effleuré, qui est la question de la cession de l'entreprise. Lorsqu'on est au bout du bout, on n'est plus en traitement amiable, on n'est plus en traitement judiciaire, l'entreprise ne peut pas se redresser. Effectivement, j'ai évoqué cette possibilité désormais pour le chef d'entreprise de présenter effectivement au tribunal une offre de reprise. Une offre de reprise des actifs de l'entreprise. Il y a eu plusieurs décisions, Orchestra, Prémaman. Il y a également eu d'ailleurs Camailleux, mais Camailleux avait été refusé. Pourquoi? Parce que le tribunal a désormais la possibilité de faire droit à cette demande du chef d'entreprise, de reprendre son entreprise délestée de son passif en sélectionnant les sites, les magasins qu'il veut reprendre. Mais là encore, le dernier mot, c'est le tribunal qui l'a. C'est son pouvoir souverain et son pouvoir, il est dicté par la comparaison, tout d'abord, entre les différentes offres de reprise. C'est-à-dire que si le chef d'entreprise, l'actionnaire historique fait une proposition, mais qu'un autre repreneur propose plus de sauvetage d'emploi et plus de pérennité d'activité avec une solidité financière plus importante, le tribunal va pencher sur l'offre mieux disante. Donc, il y a déjà cet effet concurrence. Est-ce qu'il y a une concurrence ou pas? Donc, ceux qui arrivent effectivement à reprendre à la barre du tribunal leurs propres actifs, ce sont souvent ceux qui sont tout seuls. Et donc, le tribunal n'a pas beaucoup de choix parce que c'est soit la liquidation judiciaire, la fermeture des magasins et les licenciements, soit la sauvegarde de l'activité
le sauvetage des emplois. Et c'est ce qui dicte effectivement cette loi dérogatoire qui permet, sous contrôle également du ministère public, de permettre aux juridictions de statuer sur l'offre présentée par le chef d'entreprise lui-même. Alors peut-être que le président Prince a un avis sur ce régime dérogatoire qui est un petit peu étonnant parce qu'effectivement, c'était toujours un petit peu, pas amoral, mais c'était toujours un point sensible, hein, puisque ça existait avant, mais il fallait une requête du ministère public, donc c'était assez rare. Aujourd'hui, effectivement, ça se généralise, surtout dans le commerce de l'habillement. Je ne sais pas quelle est la position de M. Prince sur ce sujet. La position, alors oui, je vais intervenir parce que je dirais, je rapprocherais aussi cette situation avec, ça n'a rien à voir, mais dans l'approche avec le prépack, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que ça soit effectivement, qu'on puisse recevoir d'autres offres. Dans le prépack, la difficulté, c'est que les produits prépack, il y avait toujours la problématique de savoir si effectivement il n'y avait pas d'y avoir quelqu'un qui allait pointer le doigt en disant mais moi j'aurais pu faire une offre supérieure, donc ce qui s'accompagne d'un appel d'offres souvent raccourci, mais quand même d'un appel d'offres dans le cas des prépack. Là c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même des appels d'offres, enfin d'avoir quand même une vue large de ce qui peut être offert dans le cadre de la liquidation. Et puis il y a quand même ramenons aussi de la mesure et de la moralité, c'est-à-dire que pas d'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'une mauvaise gestion avant la période Covid qui a fait qu'on arrive en difficulté et puis après on dit on va racheter les actifs à 10% ou de leur valeur, etc. Mais avec quand même une mauvaise gestion qui date d'avant Covid, moi c'est non, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'effet d'aubaine. Par contre, on voit des entreprises effectivement mourir comme ça, je dirais pas du jour au lendemain, mais sur un secteur d'activité complètement abandonné et sans chiffre d'affaires. Et là, on peut peut-être envisager effectivement une nouvelle vie à cette reprise, à ce chef d'entreprise. Donc, moi, je suis très, très prudent sur ces situations. C'est des situations qui doivent être prises au cas par cas. On l'a fait, Dijon, mais sur des situations un peu atypiques pour résoudre des problèmes globaux avec une holding, etc. Mais moi, je suis absolument contre cette mesure. Si, par exemple, dans certains cas, on peut avoir une holding qui a pompé énormément d'argent et puis après, la holding n'est pas dans la liquidation et puis après, on va dire « oh, bah oui, moi, je vais racheter à vil prix ». Non, gardons le sens de ces mesures et puis oui, on peut les activer effectivement dans certains cas, mais je dirais que gardons un peu de moralité par rapport à tout ça et regardons les vraies responsabilités d'avant Covid quand même. Oui, maître. Monsieur le Président, non, je souscris totalement à votre analyse et c'est un texte qui peut être très dangereux s'il est appliqué de façon générale et sans discernement. Je pense que les juridictions seront très attentives à ce texte. De toute façon, sauf s'il y a une prolongation, on devrait en principe s'arrêter en fin d'année, sauf s'il y a une prolongation, on en parlait un instant. On voit bien ce qui s'est passé historiquement. Au départ, c'était l'interdiction totale. Deuxième étape, le parquet pouvait lever l'interdiction. C'est ce qui s'est passé. Et troisième étape, c'est celle-ci. Je pense que l'intérêt, c'est seulement dans l'hypothèse, comme vous le disiez, où il n'y a pas, pour un secteur d'activité, il n'y a pas de repreneur et que l'entreprise serait amenée à disparaître totalement avec son personnel et que là, il y aurait peut-être une solution ultime de la sauver avec l'ancien dirigeant. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on voit dans la pratique, on a vu récemment l'affaire Alinéa, reprise par la famille Muliez, qui a racheté l'entreprise Alinéa, purgée de ses dettes. On a vu aussi Orchestra, racheté par son fondateur également. Voilà. En quelques dossiers sensibles qui peuvent éventuellement amener aujourd'hui quelques commentateurs à faire des critiques acerbes sur ces reprises. Mais on avait déjà ces cas. Oui. On l'a vécu des jours récemment. Mais dans la deuxième étape. Monsieur le Président. On a cette sorte de pression à l'emploi, ce chantage à l'emploi où on dit attendez, vous n'avez pas. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin. Quelque part, c'est vrai que vous avez raison. Il faut être très très prudent et sachez que les tribunaux seront très prudents par rapport à cette mesure.
Voilà, on arrive à la fin de… Très bien, très bien. Gérard, je te… C'est gentil, Eric. Non, mais juste pour vous remercier, vous tous, pour votre rapport ce soir concernant les procédures collectives. Et je veux dire que j'ai beaucoup appris, beaucoup apprécié sur le caractère pratique que vous avez abordé sur tous ces thèmes. Alors, je retiens bien évidemment qu'il y a de nombreuses possibilités hein, pour sauver l'entreprise, mais que la crise d'entreprise, c'est aussi quelque chose qui se gère. Il faut bien effectivement avoir à l'esprit qu'une crise, c'est comme aussi la société quand elle n'est pas en crise. Ben, une crise, ça se gère avec toutes les recommandations que les uns et les autres avaient pu faire aujourd'hui. Et puis aussi voir que finalement, cette économie qui est sous perfusion, comme l'a dit Maître Picard, eh bien, c'est vrai qu'elle est peut-être, enfin, la pression collective peut être un peu en sommeil aujourd'hui, mais qu'elle risque de se réveiller. Et je pense que ce qu'on peut tous espérer, c'est qu'elle se réveille avec une activité économique qui sera au rendez-vous, qui sera au réveil également, et qu'avec la fin, bien sûr, de notre crise sanitaire. En tout cas, merci à vous tous. Merci d'avoir apporté cette contribution aux membres de notre réseau qui étaient connectés. Et puis, bien sûr, on aura encore d'autres occasions de débattre sans doute sur les procédures collectives qui font partie, bien sûr, intégrante de notre système, je dirais, économique et entrepreneurial pour qu'effectivement, on puisse avoir un tissu économique qui soit viable. Voilà, très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. Merci.